Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux alors qu'il fait hyper beau dehors. Ça nous fait très plaisir que vous ayez choisi de rester avec nous pour parler de la Banque du Futur. Je m'appelle Vincent Hénin, je travaille pour un magazine qui s'appelle Ouzbek Erika. Pour celles et ceux dont le bac de français tarde un petit peu, je vous rappelle que c'est les personnages des lettres persanes qui portent un regard candide sur le futur. Et c'est ce qu'on va faire pendant l'heure et demie qui vient. Avec votre aide, on va se demander un peu à quoi ressemblera la Banque du Futur. Est-ce qu'elle sera intégralement privée, intégralement publique? Est-ce que ce sera des coopératives, des associations? Est-ce que ce sera la nef et uniquement la nef? C'est possible, hein? C'est possible. Un petit peu d'optimisme. Alors vous avez les noms et pédigrés des intervenants qui s'affichent derrière vous sur l'écran. Bon, Bernard, qu'on a déjà pas mal entendu ce matin et qui nous fait l'amitié de rester avec nous. À tes côtés, je vais me permettre de tutoyer les gens parce que je les connais. Donc en général, on essaie de ne pas tricher quand on est sur scène parce qu'on est transparent à la nef. Donc, comme dans la vie, je vous tutoie, c'est plus logique. Maud Sarda, donc tu es cofondatrice, directrice du label Emmaüs et coprésidente des Ligues Cohorn, avec de hauts qui sont normalement très représentés dans cette salle. Tu es une LinkedIn Top Voice, comme on dit, et tu as eu plus de 10 000 likes hier quand tu as demandé à Sao de Zagazan de venir votre égérie. Tu es un peu la Taylor Swift de LinkedIn, voilà. Ah, vous voyez dans la salle, il y a des Sardis. On connaissait les Swifties, mais voilà, il y a les Sardis. Ils arrivent. Quelle star! Eh oui. Alors, il y en a une qui a compris. À tes côtés, Léa Falco, la plus jeune de la salle, parce que je sais que tu aimes qu'on te rappelle toujours ton état civil et qu'on te renvoie à l'âge des artères. 25 ans déjà thésarde sur la formation des agents publics aux enjeux de changement climatique, et par ailleurs autrice de l'excellent Faire écologie ensemble, aux éditions Rue de l'Échiquier, je crois. Et voilà, collection que je dirige, conflit d'intérêts, manifeste, honte à moi. Je fais venir une autrice sur scène, c'est scandaleux, mais merci beaucoup d'être avec nous. Et par ailleurs, tu es porte-parole des Jeunes pour un réveil écologique, donc on entendra effectivement, tu voudras bien faire semblant quand même de jouer le rôle de la jeunesse, puisque de tout le monde autour de la table, après Bernard, c'est toi la plus jeune. Et enfin, vous savez que si on admet que les banques sont une mafia et qu'il faut combattre les mafias, on a toujours besoin d'un repenti pour gagner. Dans les films de mafia, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et nous, on a un repenti. Merci Julien d'être avec nous. Julien Le Fournier, tu as été trader dans des grandes banques très méchantes pendant des années. Et tu vas venir nous expliquer est-ce qu'ils ont changé ou pas. Tu es l'auteur d'un livre très exigeant qui s'appelle L'illusion de la finance verte, mais que je recommande chaudement. Et donc avant de venir vers toi, je reviens à toi Bernard. Alors, à quoi ressemble la Banque du Futur? Si on dit que c'est la nef, on a un peu divulgaché le suspense, et puis surtout on a 1h30, donc c'est un peu dommage. Est-ce que tu peux nous faire un peu le pont entre ce qui s'est passé ce matin et la raison de cette conférence cet après-midi? Est-ce que ça s'inscrit par hasard dans un contexte particulier pour la structure que tu as le plaisir de présider? Oui, effectivement, il y a beaucoup de hasard. Le premier n'est peut-être pas un hasard, c'est que déjà l'année passée, après l'Assemblée générale, il y avait un congrès des sociétaires, et il y avait un atelier qui s'appelait « Construire la banque éthique du XXIe siècle ». Et donc on avait commencé à réfléchir sur cette question de qu'est-ce que ça signifiait une banque éthique. On s'est beaucoup posé au XXe siècle, c'est à ce moment-là que la plupart des banques éthiques se sont créées. Et là, au XXIe siècle, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie dans la société d'aujourd'hui en pleine transformation de se dire on lance la banque éthique. Et quelque part, c'est la suite aussi de ça pour nous, de se dire il faut continuer à réfléchir sur la question et se la poser. Et donc, c'est pas seulement théorique la discussion qu'on a aujourd'hui. C'est aussi de se dire la banque éthique du futur, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle doit s'inscrire dans la réalité sociale, environnementale de notre société d'aujourd'hui en France. Et à ce titre-là, c'est important de s'ouvrir, et c'est pas pour rien que notre AG aujourd'hui, elle s'ouvre sur les berges, et elle s'ouvre avec des conférences comme celle qu'on fait aujourd'hui. C'est aussi parce que la nef s'ouvre maintenant à l'ensemble de la société et doit trouver une façon d'exister et d'utiliser ces leviers au service de l'amélioration de la société. Alors je te propose de poser un triptyque qui va servir de base à cette discussion, comme ça on pourra rebondir sur est-ce que les autres banques le font, est-ce que Maud, quand tu vas chercher des fonds, tu bénéficies de ce genre de soutien. Pour toi, la Banque du Futur, elle doit correspondre à trois grandes valeurs cardinales qui sont la transparence, la démocratie et l'adéquation avec les besoins de la société. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur chacun des piliers ? Oui, alors évidemment, l'adéquation avec la société, c'est un peu ce que j'évoquais là tout de suite, c'est-à-dire que
Si on veut nous, si on voulait être autonome et ne plus être dans cet adossement au crédit coopératif, au groupe BPCE, etc., c'est pas pour être les mêmes, c'est pour être différents. C'est-à-dire pour être au plus proche de ce que sont les besoins. Pour moi, une problématique sociétale, si on met les bonnes personnes autour de la table, on peut commencer à les résoudre. Et souvent, j'ai remarqué qu'un expert, un expert d'expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'expérience de terrain sur les problématiques sociales ou environnementales, des pouvoirs publics avec les leviers politiques que ça signifie, et un financier de préférence éthique et durable, mais quand on réunit les trois, on a souvent les moyens de résoudre beaucoup de questions, beaucoup de problématiques. Et donc il y a là, à mon avis, un triptyque qui est à nourrir pour pouvoir construire des réponses outillées, adaptées aux problématiques sociales, sociétales telles qu'on les voit aujourd'hui. Et d'où l'importance d'avoir des antennes, des contacts avec la société, d'être tout le temps au courant de ce qui fait problème, de ce qui fait défaut, de ce qui nécessite des actions. Transparence, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, je crois, de possibilité d'être durable, d'être clair, d'être dans un vrai engagement avec les citoyens sans cette transparence. Notre enjeu, si on veut mobiliser des fonds pour résoudre des problématiques en créant des outils, ben ça veut dire qu'il faut le faire avec des fonds citoyens. C'est pas parce qu'on est une banque qu'on a de l'argent qui tombe du ciel. On est une banque parce qu'il y a presque 50 000 personnes qui nous suivent et qui ont envie d'être sociétaires et que leur argent ait une utilité. Et le contrat qu'on a avec eux, c'est la transparence. C'est-à-dire que c'est le fait de leur dire, ben, cet argent que vous placez, vous saurez exactement ce qu'on va en faire. Vous le saurez, on vous le dira. Et on pourra en discuter, parce qu'il y a toujours des choses qui font discussion, on pourra en discuter. Et de quoi je devais encore parler? La démocratie. Ah ben oui, la démocratie, évidemment. Je suis frappé de voir à quel point des questions de société d'aujourd'hui ont du mal à trouver des réponses politiques et où en même temps, les coopératives sont elles-mêmes des laboratoires politiques à leur mesure et où on peut faire vivre des questions politiques et des débats à travers une organisation et une entreprise en plus. Et je pense que la coopérative s'y prête bien. Donc nous, on a été questionnés quand on a lancé l'opération Big Bang, qui voulait dire on voulait s'agrandir pour avoir la taille nécessaire. Nos sociétaires, ils nous ont dit oui, mais attention, si s'agrandir, ça signifie devenir comme les autres coopératives bancaires du 19e siècle ou je ne sais plus quand, et de perdre cette dynamique coopérative, c'est peut-être pas la peine. Et donc l'enjeu et le pari que nous on a fait, c'est de dire on va grandir, mais on va faire grandir la démocratie interne parallèlement avec la taille de la nef. Et donc on est lancé là dans un grand travail, je ne vais peut-être pas le détailler là maintenant, mais qui consiste à veiller à ce qu'à chaque assemblée générale maintenant depuis 2 ans, il y ait des résolutions qui sont travaillées en amont par les sociétaires, par des plateformes de débat, par des systèmes de délégation pour qu'on... Voilà. Et quand même ce matin, on a adopté quelque chose qui politiquement est loin d'être neutre, une résolution sur le partage de la valeur, le partage des valeurs. C'est-à-dire que plutôt que d'être comme dans les entreprises classiques avec toute la valeur aux actionnaires, disons, eh bien non, là, nous, on a lancé tout un débat qui a duré presque 1 an autour de qu'est-ce qu'on peut faire avec le bénéfice futur qu'on va créer. Et quelle est l'importance, parce que c'était une des conclusions de ce matin, l'importance de pouvoir remettre ces moyens-là aussi dans la capacité d'agir encore plus sur les réalités, de veiller aux salariés et à leur bien-être et à leur rémunération correcte, et puis seulement viennent les sociétaires. Merci beaucoup, bon courage pour ce grand chantier. C'est assurément plus démocratique que d'autres grandes banques qu'on ne citera pas pour pas te faire de publicité négative à Amundi, mais qui hier, lors de son assemblée générale, a viré une centaine de militants qui ont fini en garde à vue parce qu'ils n'aiment pas qu'il y ait des points de vue divergents qui arrivent. Julien Le Fournier, tu n'as pas bossé chez Amundi, tu as bossé dans un certain nombre de grandes banques et tu ne crois pas à tout leur discours sur le fait qu'ils seraient devenus les banquiers d'un monde qui change, pour reprendre le slogan d'une d'entre elles, ou qui se seraient convertis au verdissement total. Dans un article au journal L'Humanité, tu disais ceci: la finance verte est un village Potemkin, pas un allié du climat. Donc tout le monde voit le village Potemkin?
Alors, bon, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, moi si. Et non, le village Potemkin, c'était un village complètement fantoche, merveilleux et parfait, qui était créé de toutes pièces pour la visite de Staline, pour qu'il puisse dire que tout allait bien en Union soviétique, alors qu'à côté, les moudjiks crevaient de faim. Donc c'est une allégorie qui est quand même assez violente que celle-là, Julien. Donc est-ce que tu maintiens cette déclaration, et est-ce que les grandes banques nous prennent à ce point pour des niquedouilles? Oui, je maintiens complètement la déclaration. Et en fait, bon, il faudrait beaucoup de temps pour expliquer complètement, parce qu'en fait, justement, précisément, le jeu de ces grandes banques, c'est de noyer complètement le poisson. Et donc, on a une palanquée de produits, de discours extrêmement opaques et compliqués. Et donc là, c'est intéressant par rapport aux piliers qu'on mentionnait, parce que le premier, c'était la transparence. Et moi, je trouve que ce qui est exceptionnel à l'ANF, c'est ça, c'est la transparence, mais la vraie transparence, c'est pas des mots dans un discours. La transparence, pour moi, d'une banque, c'est je veux avoir accès au portefeuille de prêt, c'est tout. À qui elle prête, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Vous soulevez le capot, vous regardez. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez discuter, vous êtes sociétaire, vous avez justement une voix pour discuter. Si vraiment on ne vous entend pas, vous partez. Et vous refermez le capot. Et donc ça, c'est exceptionnel, ça n'existe pas. Il faut savoir que pour les banques lambda, le secret des affaires, donc on parle beaucoup de transparence, mais il n'y en a pas. On vous donne des agrégats, c'est extrêmement compliqué. Au point que, même il y a des journalistes spécialisés qui n'arrivent plus à comprendre ce que les banques financent ou financent pas, en réalité. On en est là. Et je vois des journalistes d'investigation qui passent plusieurs années sur un sujet pour essayer de retrouver la trace des fonds, pour savoir qui a fait quoi. C'est un truc de fou. Donc il ne faut pas sous-estimer la valeur de cette transparence, c'est absolument unique. Et donc, pour le comprendre mieux, peut-être par opposition, puisqu'on parlait d'un monde qui change, effectivement, la banque du futur, le futur, ça se finance maintenant. En particulier, donc moi j'ai un petit biais parce que je suis particulièrement préoccupé par le réchauffement climatique. Mais donc aujourd'hui, quand on a des grandes banques qui continuent à mettre des euros dans la machine à carbone, hein, c'est ce qu'on appelle, on lock des émissions de gaz à effet de serre pour 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Parce qu'aujourd'hui, quand vous financez une centrale thermique à gaz, je ne parle même pas à charbon, c'est des équipements jeunes qui vont tourner pendant 30, 40 ans. Hein. Donc la banque du futur, c'est maintenant en fait. Voilà. Et donc, pour revenir sur la transparence, c'était intéressant de voir que justement, du point de vue du consommateur de services bancaires, on va dire du client, quoi, vous n'avez aucune chance de comprendre ce que fait une grande banque en fait. Donc les gens disent oui, mais on nous parle d'engagement, il y a des engagements de décarbonation. Oui, il y a des engagements de décarbonation, mais si vous avez un client pétrogazier qui vous rembourse 500 millions d'euros cette année, c'est des engagements en stock en fait. Vous avez un stock, donc si vous avez un client qui vous rembourse 500 millions d'euros cette année, ça fait baisser le stock, mais si vous vous remettez 300 000, vous lui reprêtez 300 millions d'euros, votre stock a baissé de 200, donc vous dites au public, regardez, je suis sur une trajectoire de décarbonation, en réalité, vous avez mis 300 millions d'euros nouveaux dans la machine, et ça vous avez loqué donc, des émissions de gaz à effet de serre pour des décennies, voyez. Donc le diable est vraiment dans les détails, c'est pas fait pour que le public comprenne, hein, c'est presque l'inverse. Je vous donne un autre exemple très concret. Je suis une banque, vous êtes mon client, ma majeure pétrolière préférée, vous venez me voir, et je vous prête à 10 ans 100 millions d'euros, ok, à 10 ans. Donc là, ce prêt et l'actif qui finance existe pour 10 ans, mais vous pouvez le revendre à une autre banque et vous présentez un bilan qui est finalement, à la fin de l'année, ça n'apparaît pas, vous voyez. Donc en fait, il y a tout un tas de subterfuges. Et quand on regarde les choses précisément, on se rend compte que ces engagements volontaires, sérieusement, enfin je veux dire, on n'a pas demandé aux gens s'ils voulaient bien arrêter de conduire sous les 130 km/h sur l'autoroute. Hein. On fait des lois quand on a voulu faire baisser la mortalité sérieusement sur les autoroutes françaises, on a fait des lois, on a demandé aux constructeurs de la sécurité passive, on a demandé aux gens de bien vouloir s'attacher, on a traité les infrastructures, il y en a qui étaient dangereuses, enfin, c'est tout un ensemble, c'est une convergence d'actions qui apporte un résultat. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout ça avec les banques en réalité. Mais même à contrario, puisque tu me lances sur le rôle du régulateur,
Aujourd'hui, on voit sur des sujets que Léa connaît par cœur, la lutte contre l'éco-blanchiment, et donc il y a des produits polluants qui arrivent sur les marchés qui font de la publicité. On précise bien effectivement que c'est dangereux, que c'est polluant, les SUV ou autres. Il y a une exception là-dedans, quand on se concentre sur le Conseil national de la consommation, c'est la finance verte, et toi tu appelles ça un permis officiel de greenwasher. Oui, c'est vrai, puisque le papier auquel tu fais référence sort la finance verte du champ d'investigation, du champ de surveillance, en fait. Et c'est tout à fait général. On voit qu'il y a une vigilance du public qui est plus importante à propos de l'alimentation, des médicaments, parce que c'est des choses qu'on ingère ou ça nous touche plus précisément, ou ce qu'on porte, éventuellement les vêtements. Alors que la finance, on bascule dans l'abstraction pour les gens. Et donc, en fait, là, tout d'un coup, on ne comprend plus trop. Il y a des discours, il y a des récits qui correspondent à aucune réalité, mais qui sont effectivement achetés par les gens. Donc, effectivement, moi, j'estime qu'en France, le consommateur est absolument pas protégé contre le greenwashing financier. C'est l'inverse, en réalité. Et d'ailleurs, l'Europe est particulièrement décevante de ce point de vue-là. Les gens se réunissent pendant des décennies pour se mettre d'accord sur la taxonomie, ceci, cela, et à la fin de la journée, c'est comme un engrenage qui n'entraîne rien. C'est-à-dire que, ok, donc on s'est mis d'accord sur ce qui était vert, et alors, on a dit aux banques, du coup, on a dit aux banques de moduler leur politique de prêt en fonction du vert ou du brun? Absolument pas. Donc c'est déconnecté de tout. Alors, on voit bien à t'entendre que effectivement la transparence, c'est pas exactement leur fort. La démocratie non plus. Reste l'adéquation avec les besoins de la société. Et là, normalement, ça devrait bien aller parce qu'on voit que les banques communiquent extrêmement régulièrement. Ce sera la deuxième et dernière fois que je mentionnerai Amundi, mais Amundi dit effectivement investir des dizaines de milliards d'euros dans ce qui concerne les ESG. Et en théorie, les ESG, c'est commun avec l'adéquation des besoins de la société, tu vois. Alors, j'ai comme l'impression que tu as un doute. Ouais. ESG, environnemental, social, governance, c'est les lettres. Pardon. E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance. C'est, disons, des mots. C'est une invention absolument géniale des banques de 2004, où, pour faire joli, je la fais courte, on s'est dit qu'il fallait quand même, en 2004, c'est des banques qui ont inventé ça, c'est génial. Et pour assurer les gens, pour montrer qu'on n'était pas des bad guys, on s'est dit on va se préoccuper d'environnement, de social et de gouvernance. Alors la gouvernance, c'est pas nouveau, parce que les financiers, ils ont toujours voulu avoir une toute petite laisse autour du cou des entreprises. Ils leur demandent de publier des comptes tous les 3 mois. On lève la main pour demander l'épicé. Ok, tu peux. Tous les 3 mois, on publie des comptes. Donc la gouvernance, ça, c'est pas nouveau. L'environnement et le social, c'est complètement nouveau, mais les gens ne comprennent pas que c'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse absolument pas à l'impact des sociétés sur le monde extérieur. Moi, c'est ça qui m'intéresse en tant qu'écologiste. Mais on s'intéresse à l'impact du monde extérieur sur la société. J'explique, je donne un exemple pour être compris. Coca-Cola, AAA, ESG, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est 3A. 3A, c'est une échelle de notation. 3A, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, quand je dis ça, vous comprenez. Vous savez, tout le monde, parce que tout le monde sait ce que c'est Coca-Cola. Leur produit, c'est un jus sucré dégueulasse. Ça veut dire, est-ce qu'on se préoccupe du fait qu'il contribue à l'épidémie de diabète de type 2, qu'on évalue, il y a 1 milliard d'êtres humains maintenant qui sont concernés par ce problème? Pas du tout. 3A. Est-ce qu'on s'intéresse à la prédation de l'eau? Parce qu'ils consomment énormément d'eau pour fabriquer leurs produits? Pas du tout. 3A. Est-ce qu'on s'intéresse au fait que c'est un des plus grands pollueurs plastiques au monde? Pas du tout. 3A. Non, le 3A veut dire qu'il n'y a aucune pression sur les cash-flows de l'entreprise du point de vue environnemental et social. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un monde où on va boire du Coca-Cola dans des bunkers quand ça sera méchamment réchauffé. On est tranquille, on aura les cash-flows, on sera payé, on aura les dividendes. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, c'est une invention géniale parce que pour le public, quand on entend ESG, on pense écologie, environnement, social. On se dit, tiens, il y a des préoccupations nouvelles qui sont dans l'esprit des financiers. En réalité, pas du tout, parce que les financiers ont toujours pensé à tous les risques possibles et imaginables. Qu'on les rassemble, que j'en rassemble une petite famille sous le vocable ESG, ça ne change rien à l'affaire. Mon rôle en tant que financier, c'est de provoquer des risques. Les risques sociaux, c'est pas nouveau. Il y avait des grèves au début du XXe siècle qu'on réglait à coups de fusil. Enfin, bon, ça a toujours été un sujet. Donc en fait, c'est un truc. C'est vraiment un truc. Et effectivement, il y a des acteurs du monde de l'asset management, notamment, qui sont énormes, qui parlent effectivement, qui
qui parlent d'investissement responsable, mais c'est un terme qui est complètement galvaudé. En fait, la responsabilité, elle est vis-à-vis de l'investisseur, et seulement vis-à-vis de l'investisseur, et pas du tout vis-à-vis de la communauté, la société. Bon, comme tu es vraiment en train de nous mettre de très bonne humeur sur le changement qui est à l'œuvre, un dernier petit commentaire de texte. Un garçon qui s'appelle Tariq Fancy, qui était chez BlackRock. Donc BlackRock, c'est un gestionnaire de fonds assez peu philanthropique, qui gère environ, je sais pas, 10 fois le PIB de la France, peut-être plus. Enfin, et ils ont des parts dans l'écrasante majorité des multinationales mondiales. Et Tariq Fancy a écrit « L'investissement durable n'a aucun impact, il est même nuisible ». Est-ce que tu es d'accord avec lui? 100% d'accord avec Tariq Fancy sur le côté, on partage tout à fait ce diagnostic. Nuisible, pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, les gens nous ont dit qu'on était des mauvais coucheurs et que finalement, ok, ça faisait rien, mais que c'était pas méchant. Bon, une sorte... Mais en fait, non. Parce qu'en fait, ça noie complètement le poisson, et du coup, les gens ne voient pas le... On a l'impression, je suis désolé, vous arrêtez... Alors d'abord, vous arrêtez quelqu'un dans la rue, il ne sait pas que ça existe, donc c'est pas vraiment une solution pertinente pour le monde, mais sinon, ça donne l'illusion qu'on traite le problème alors qu'on ne le traite pas, en fait, voire qu'on l'aggrave, en fait. Parce que le statu quo, le temps qui passe à ne rien faire, aujourd'hui, c'est la température n'arrête pas de monter, en fait. Le statu quo, c'est des gaz à effet de serre qui augmentent. Hein. On produit plus, aujourd'hui, on produit plus de millions de barils de pétrole que l'année dernière. Hein. On nous fait croire que non, on est toujours sur une trajectoire ascendante de la consommation des produits fossiles et donc du réchauffement climatique. On en est là, en réalité. Et donc, cette histoire, effectivement, cette poudre aux yeux, cette poudre de perlimpinpin, c'est donc effectivement complètement mortifère. Eh ben merci pour ce panorama de la finance qui nous a vraiment rassérénés. Là, on est bien et on comprend à l'aune du portrait que tu viens de nous dresser que la nef est représentative des banques autant que les patrons de gauche et les poissons volants, c'est-à-dire pas tout à fait majoritaire. Maude, est-ce que tu peux, pour que tout le monde te connaisse dans la salle, resituer d'où tu parles, donc nous dire juste en 2 mots ce qu'est Label Emmaüs et les licornes? Alors, oui, Label Emmaüs, c'est une coopérative de type SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. On fait partie du mouvement Emmaüs, on est une 60aine de salariés, 2200 sociétaires, on existe depuis 8 ans. Et on fait de la seconde main solidaire en ligne avec une marketplace, labelemmaüs.co, où il y a plein de produits d'occasion à acheter qui sont mis en ligne par des compagnons, des compagnes d'Emmaüs, des personnes en insertion dans plein de structures du réemploi, pas qu'Emmaüs, il y a des ressourceries, il y a la Croix-Rouge, l'Armée du Salut, des entreprises engagées, pas que des associations aussi, 2 entrepôts logistiques et puis un centre de formation aussi. On forme des demandeurs d'emploi au métier du e-commerce. Voilà pour Label Emmaüs et les licornes. On est une alliance aujourd'hui malheureusement de 12 coopératives puisque Railcoop s'est arrêté. Et donc de très belles coopératives comme la Nef évidemment, Enercoop, Biocoop, Télécoop, Common, etc. Et je suis très honorée d'en être la coprésidente avec Adrien Montagu de Common. Voilà, on essaie de prouver que la coopération peut exister dans l'économie et que l'économie est au service de l'intérêt général aussi. Et tout ça dans le plus de démocratie possible. On n'est pas parfait, mais on essaie d'inventer d'autres façons de gouverner nos entreprises. Bon alors, maintenant qu'on voit mieux ce que tu fais, un grand nombre d'entreprises et de banquiers y ont dit qu'ils étaient très préoccupés par le sort de la planète et que la seconde main les intéressait beaucoup. On sait que Kering a récemment mis 100 millions d'euros dans une boîte de seconde main, je ne sais plus si c'est Vestiaire Collective ou une autre. 350. 350, la vache. Donc toi peut-être un petit peu moins. Est-ce que tu as réussi à lever 300, 280 millions? Comment ça se passe? Alors moi aussi, je suis allée chez Amundi un jour, il y a quelques années. Ça n'a pas donné grand-chose, effectivement. Oui, alors lever des fonds quand on est une coopérative, je pense que beaucoup dans cette salle le savent, c'est un chemin de croix.
On a quand même réussi l'année dernière à lever 2 millions, mais après 7 ans d'existence, en s'appelant aussi Emmaüs. Hein, c'est quand même un sacré capital sympathie, notoriété. Je pense que toutes les coopératives n'ont pas cette chance. Et 2 millions, eh bien, c'est pas grand-chose non plus dans l'univers dans lequel on s'inscrit, parce que tu l'as très bien dit. Vestiaire collectif, 350 millions. Back Market, pour ceux qui connaissent, 450 millions, dont quasiment la moitié auprès de Goldman Sachs. Pour montrer à quel point la seconde main Donc ça veut dire attire que les Goldman requins Sachs désormais. prend un tournant écolo, ou c'est pas ça qu'il faut comprendre? Si, soyons positifs. Non, c'est un peu inquiétant. Quand Goldman Sachs commence à s'intéresser à la seconde main, je pense qu'on peut flipper. Donc oui, c'est très compliqué parce qu'on a ce modèle de non-capitalisation, parce que nous, en plus, on est assez radicaux. Donc, dans nos statuts est inscrit 100% des bénéfices remis dans l'outil de travail. Donc, on ne laisse même pas 1% de marge de manœuvre pour verser de la rémunération. Voilà, donc ça, forcément, partant de ce principe-là, il n'y a pas d'intérêt en termes de rémunération, mais en plus, il y a vraiment cette question du pouvoir. Moi, je pense que c'est quelquefois plus ça encore qui effraie l'investisseur classique, parce que se dire qu'on va mettre 1 million et qu'on va avoir le même pouvoir que celui qui a mis 100 euros et qu'on va à aucun moment pouvoir inverser la trajectoire, imposer ses vues, ça, je pense que c'est impossible à accepter pour le monde de l'investissement classique, et y compris le monde de l'investissement solidaire. Et ça pose encore plus de questions. Alors, on a réussi quand même à avoir France Active, Inco, la Banque des Territoires. Ça, c'est bon, voilà, elle n'a pas investi dans beaucoup de coopératives, donc on était quand même contents. Mais ce sont des titres participatifs, c'est une forme quand même d'endettement, donc voilà, au moins ça leur assure une rémunération. Et puis, mais quand même, ça leur fait peur, parce que c'est nous qui décidons de le rembourser, ça. Au bout de 7 ans, c'est nous qui remboursons. Si on n'a pas envie, on rembourse pas. Donc, ils sont extrêmement frileux. Et de fait, les intérêts sont très élevés aussi. Et ça veut dire que sur le triptyque défini par Bernard initialement comme étant la banque du futur, la transparence, on a bien vu avec Julien pourquoi ça couinait beaucoup, mais toi ce que tu nous dis c'est que c'est vraiment la démocratie qui les effraie. Franchement, je pense que c'est la raison première. Après avoir discuté avec beaucoup de fonds d'investissement, y compris solidaires, je sens qu'ils ont été aussi peut-être traumatisés, je ne sais pas, de quelques expériences d'investissement où à un moment donné, ils n'ont pas pu imposer des vues. Mais c'est quoi la conséquence? Et on l'a vu sur plusieurs structures à impact qui sont plutôt en statut d'entreprise commerciale, qui ont donc levé des fonds de manière classique en action. Il y en a plus d'une, franchement, qui ont vu l'impact être mis eh bien, à l'arrière-plan. Et Back Market, je pense que sincèrement, quand ils ont créé cette plateforme, la volonté première était d'être disruptif par rapport au neuf grâce à la seconde main, de vraiment mettre le reconditionné en avant. Aujourd'hui, avec Goldman Sachs, et vu comment ça se passe dans le digital, dans le e-commerce, je pense que c'est plus leur priorité, le reconditionné. Alors je reviens vers toi avec deux, trois questions, mais Julien, j'ai vu que tu tiquais quand le nom de Goldman Sachs, c'était pourquoi est-ce qu'ils viennent mettre 250 millions d'euros sur une entreprise qui est a priori orthogonale avec leur valeur? C'est juste que ça m'a rappelé que c'était un des co-auteurs du fameux rapport de 2004 sur l'ESG. C'est un des inventeurs de Goldman Sachs, oui, ils sont quand même assez... Ça pousse vraiment sur la... Bon, il ne faut pas parler de schizophrénie, mais en tout cas, injonction contradictoire à minima. Au contraire, il n'y a aucune schizophrénie. Ouais. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une initiative qui vise à renforcer encore le pouvoir de l'investisseur, en réalité. Il n'y a pas du tout de schizophrénie. C'est un décor. Alors, on a entendu effectivement les gens qui ont accepté de jouer le jeu, qui n'ont pas eu peur et qui ont investi dans le label Emmaüs, mais après tout, il y a une banque poussée par l'État qui est là pour, qui se vante de défendre les initiatives durables, etc., même s'il n'y a pas un objectif de rentabilité extrêmement fort. C'est la BPI, c'est la Banque publique d'investissement. Ils font un roadshow annuel et ils disent vraiment qu'ils ont le social et le sociétal très au cœur. Je crois que tu es allé les voir avec un succès qu'on qualifiera de mitigé. Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience ? Oui, mais tout à l'heure on parlait de hasard et c'est vrai que le hasard du calendrier a fait que la BPI nous a refusé une subvention de 40 000 € qui était validée par la région Île-de-France. Eux,
juste ils instruisaient le dossier, enfin c'était technique quoi. Sauf que voilà, ils nous ont retoqué puisque selon eux, nous étions une entreprise en difficulté. Les petites cases du tableau Excel s'étaient mises en rouge et on m'a dit, ma petite dame, il faut lever des fonds en fait. Hein, votre capital n'est pas assez important par rapport à votre déficit cumulé. Donc j'ai essayé de lui expliquer ce qu'était une coopérative, que c'était pas très simple de lever du capital. Et le même jour où j'ai eu ce refus, j'ai appris que sur les réseaux sociaux, ils étaient très fiers d'annoncer qu'ils investissaient 7 millions d'euros dans Dogami, qui crée des chiens virtuels dans le Web 3. Voilà, c'est sûr que ça c'était... Demande-toi qui crée de la valeur pour le bien commun et disrupte, tu vois, pivote un peu peut-être le modèle de la Belle Emmaüs. J'ai pas assez pivoté, je pense. T'as pas assez. Est-ce qu'au fond, cette distorsion de concurrence qui est plus qu'exaspérante, qui est très énervante, avec les licornes, vous faites du plaidoyer auprès de Bercy pour demander à remettre un peu d'équité? En ce moment, on s'amuse bien avec Chahine, le coordinateur des licornes qui est là. Oui, on est quand même un peu reçu. Je pense qu'on commence à être un petit peu entendu. On a pu rencontrer Maxime Baduel, qui travaille auprès d'Olivier Grégoire sur l'ESS et qui était très ouvert à toutes les questions de financement des coopératives et qui ne demande qu'à avoir des alliés aussi, je pense, dans notre univers pour l'aider à pousser des choses. Voilà, maintenant, sa marge de manœuvre est un peu limitée. Mais en adoptant un petit peu leur langage, celui de la Startup Nation, on voit qu'on peut allumer peut-être un peu d'intérêt. Donc par exemple, on leur parle de French Cop, voilà, parce que ça, ils comprennent, French Tech, French Cop. On pourrait peut-être faire un programme, voilà, pour les coopératives comme la French Tech, la French Cop. Alors là, c'est intéressant, etc. Voilà, bon, s'il faut faire ça, on va le faire. Ah oui, t'es prête à nombreuses compromissions. Très bien, très bien. On va finir ce premier tour de table avec toi, Léa. Dans ton ouvrage Faire écologie ensemble, la principale thèse du livre, c'est que on vit dans un monde qui n'est pas écologie by design. C'est-à-dire que les interactions entre là où on vit et là où on travaille souvent se font avec des modes de transport qui sont très carbonés et que à l'avenir, il faudrait qu'à chaque fois qu'on prévoit une nouvelle infrastructure, il faudrait qu'elle soit écologie by design. Donc ça, on voit bien ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que serait une banque du futur by design? C'est-à-dire une banque qui soit originellement pensée pour correspondre aux enjeux de demain. Et ne réponds pas à la nef, c'est trop facile. Non, mais j'allais dire une banque qui finance des chiens en NFT, ça me paraît vraiment optimal. Voilà, ce concept d'écologie par défaut, c'est vraiment effectivement de se dire que le choix le plus simple, le plus facile, le plus socialement valorisé, c'est le choix écolo. Et que donc on n'a plus besoin de faire preuve d'abnégation, comme on le fait aujourd'hui en général au quotidien quand on est écolo, pour devenir écolo. Et donc il y a un peu cette idée-là qui se retrouve dans un certain nombre d'objets de notre société et pas dans d'autres. Et quand Vincent m'a appelé il y a 10 jours en me disant « Bon, tu as 10 jours pour réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être, que les facteurs... » Sois pas transparente à ce point sur la manière dont on est... C'est très important. On m'a donné trois trucs. Transparence, démocratie, adéquation. Moi, je roule avec le flow. En fait, je pense que c'est pas opérant sur la notion de banque, ce truc-là d'écologie par défaut, parce que ça se comporte bien pour des objets. C'est-à-dire, voilà, quand tu parlais des routes, qu'est-ce qui fait qu'on prend une voiture plutôt que de prendre son vélo ou plutôt que de marcher? C'est parce que on habite loin de ce lieu de travail, c'est parce que il y a des routes qui sont accessibles facilement et qu'on n'a pas de vélo, ou alors qu'il n'y a pas d'infrastructure cyclable. C'est des choses sur lesquelles il y a une emprise matérielle, physique, et qui sont des objets du quotidien. Une banque, tout en étant un objet, une forme de comptoir auquel on se rend, qu'il soit réel ou par ailleurs numérique, c'est un moyen en fait, c'est pas une fin en soi. Et donc comment est-ce qu'on fait une banque par défaut, écolo par défaut? Il y a une question qui arrive dans le normatif, c'est-à-dire vers quoi on veut aller. Et donc ça c'est très difficile, notamment pour les marchés financiers, je pense, mais pour une banque classique, de déterminer le monde vers lequel on veut aller, ou même une image approximative d'à quoi pourrait ressembler ce monde-là. Et à mon avis, effectivement, le monde qui investit dans des chiens en NFT plutôt que d'investir dans Emmaüs, c'est pas une banque qui, pour moi, probablement, est écolo par défaut. Mais un point important, je pense, c'est que dans la notion de par défaut, il y a la notion de facilité, de praticité. Et que donc, en fait, la banque de demain, il faut que ce soit une banque mainstream.
C'est-à-dire que l'écologie, ce soit à l'intérieur de l'ADN même de la banque, dans des notions, enfin des détails dont on va avoir du mal à faire le tour aujourd'hui, parce qu'il nous faudrait plusieurs heures quand même, pour ne probablement pas obtenir de réponses satisfaisantes, mais il faut que ce soit une banque mainstream. Il ne faut pas que ce soit, comme aujourd'hui beaucoup d'initiatives écolo le sont, des initiatives marginales, marginal au sens statistique du terme, il n'y a pas de jugement moral à l'intérieur, mais les coopératives, malheureusement, la nef, malheureusement, les banques éthiques sont aujourd'hui marginales dans leur paysage respectif. Et on a quelque chose, je pense, de l'ordre du plaidoyer, effectivement, comme tu en parlais à l'instant, à construire autour de ces objets-là pour essayer de faire avancer un rapport de force en faveur du monde que nous on désire, ce qui est évidemment pas du tout facile, pas du tout gagné, mais qui me paraît absolument nécessaire, parce que sinon on contraint l'écologie, l'investissement responsable, l'entrepreneuriat responsable à la marginalité. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec l'ESS, donc je rajoute une couche de pessimisme, mais enfin, il faut aussi, je pense, qu'on regarde vraiment en face le fait qu'aujourd'hui, l'économie verte, non seulement est confinée à une petite sphère de nos sociétés, mais en plus sert plus ou moins de repoussoir pour tout un tas d'autres entreprises qui vont dire non, regardez, il y a des contraintes qui soient de production, de rémunération, donc sociale, de gouvernance à l'intérieur de ces boîtes, et donc nous, on ne va pas le faire. Et je pense qu'il y a vraiment une question d'ouverture, et donc je suis contente, vous allez pouvoir avoir un compte courant à la nef, c'est quelque chose d'important aussi dans ces notions de praticité. Quelque chose bah oui, on est d'accord, on est bien content. Quelque chose de l'ordre de l'ouverture, de la diffusion de ces modèles-là et de leur promotion active et politique. Et donc je suis ravie du sens dans lequel tu utilises le mot politique, parce que politique, c'est pas de la politique partisane, c'est le quotidien, c'est la manière dont la vie de la cité est modelée, participe à construire nos modes de vie individuels et collectifs. Et donc la politique, c'est, pour ceux qui étaient là ce matin, participer à une AG, c'est construire ou acheter d'une coopérative. Ça, c'est de la politique au quotidien et je pense qu'on a besoin d'en faire plus. Et que ce monde-là, la norme qu'il nous faut créer, que ce soit une norme financière, bancaire ou économique, c'est vraiment une norme de cet ordre-là, c'est-à-dire de définir ce qu'on veut. Excusez-moi, vous avez raison. Je parle un peu comme la Macronie, moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ouais. Toutes mes excuses. C'est le courant dominant, Mais désormais, pour toutes les personnes qui utilisent des anglicismes alors qu'il y a une alternative en français, vous serez condamné à payer 1 euro à la nef. Voilà. Très bien, ça me va. Et pour Julien, qui a un passé de trader, ça va très vite chiffrer. Il a déjà 1 million de déficits, Julien, depuis qu'il arrive ce matin. Alors Léa, c'est le seul moment où je vais te renvoyer à ton... Trader, bah, là pour le coup... Vincent non Merci. Jérôme Kerviel, voilà, mais qui parfois fait des profits. Bon. Quelqu'un peut amener la tirelire à Vincent, s'il vous plaît? Oui, bon. Alors c'est le seul moment où je vais te renvoyer à ton état civil, mais souvent, pour avoir un peu d'optimisme et pour se décharger de nos responsabilités, les cadras, on renvoie ça sur les vingtenaires en disant mais eux, ils arrivent, ils sont très engagés, c'est très différent, ils sont véganes, féministes et woke et ils sont parfaits et donc ils sont tous dans des banques éthiques. Je sais que dans le woke, là pour le coup, éveillé, mais compliqué. Je sais que le manifeste pour un réveil écologique, vous avez fait une étude sur les jeunes et les banques éthiques et les résultats ne sont pas probants. Bon, c'était pas tant sur les jeunes et les banques éthiques, c'était sur... en fait, c'était est-ce que les banques du courant dominant, c'est-à-dire les banques principales en fait, les banques qui détiennent aujourd'hui la majorité en France des actifs, des comptes courants, tout ce que vous voulez, tenaient ou pas les promesses qu'elles affichaient. C'était il y a quelques années, je pense que c'était en 2020. La réponse, de manière assez surprenante, était non. Mais cette question-là de la jeunesse, elle est extrêmement... Enfin, en tout cas, pour moi, jeune activiste, elle est très énervante. La pire chose qu'on puisse me dire à la fin d'une conférence, c'est heureusement que vous êtes là, les jeunes, on est contents, vous allez pouvoir agir, ça va être top. Alors que non, il y a plusieurs choses. Fatalement, déjà, le pouvoir aujourd'hui, y compris monétaire, c'est-à-dire les actifs qui sont déposés dans les comptes des banques, ne sont pas ceux des jeunes, mais par ailleurs, dans le milieu professionnel, dans les milieux sociaux, ce ne sont pas les jeunes aujourd'hui qui ont une forme de pouvoir qui pourrait participer à l'orientation collective de nos décisions. Donc mettre le poids là sur le dos des jeunes me paraît quand même pas tout à fait intéressant. Et puis surtout, une partie des jeunes se désintéressent complètement des sujets éthiques et environnementaux.
une partie de nos aînés s'y intéressent fondamentalement depuis des décennies. Et donc ce clivage-là entre les jeunes pour le climat et les vieux boomers qui s'en foutent, c'est un clivage qui est complètement médiatique en fait, qui a été construit il y a quelques années, notamment au moment des grèves pour le climat, qui a duré un temps et qui n'a jamais été sociologiquement prouvé. Enfin voilà, c'est pas probant comme partition du monde. Et donc il y a d'une part ce besoin, je pense, de faire attention à ne pas mettre le poids de la responsabilité, mais surtout de l'action à venir sur les jeunes. Parce que ça ne veut pas dire que les jeunes n'auront pas, évidemment, de responsabilités ou de choses à faire dans les décennies qui viennent, parce que ça va nous durer un petit moment, cette transformation écologique, on l'espère, de nos sociétés, mais ça veut aussi dire qu'il faut bien réaliser que ceux qui peuvent agir aujourd'hui sont en moyenne des cadras, des quinquas, des gens qui sont des CSP+, catégorie socio-professionnelle supérieure, des gens qui ont du pouvoir en fait au sein de leur entreprise, au sein des pouvoirs publics, des gens qui ont la main sur les décisions. Et qu'il ne faut pas réaliser une forme d'inversion qui en fait sert un discours qui est très utile, mais qui est fatalement un discours d'inertie, qui est de dire ça va arriver plus tard, mais que de dire il faut que ça arrive maintenant, ou en tout cas que ça commence maintenant, sans fausse naïveté, en pensant que ça ne va pas s'étaler sur des décennies, parce que ça va se produire, mais de vraiment pouvoir remettre l'église au milieu du village, et de dire, bon, cette mythologie des jeunes qui vont agir pour le climat parce qu'ils s'y intéressent, parce qu'ils sont tous surinvestis, c'est parfaitement faux. Il y a plein de traders aujourd'hui jeunes qui s'investissent dans des banques sur des activités ou dans des fonds d'investissement sur des activités climaticides, et il y en a probablement plus, malheureusement, que de jeunes militants pour le climat. Donc il faut se départir un petit peu de toutes ces idées-là. Je vous promets qu'on va consacrer un petit moment à l'optimisme dans cette conférence sur la Banque du Futur. Mais je voudrais compléter très exactement le panorama, si tu veux bien, avec toi, Julien, puisque la NEF n'a pas le monopole des banques du futur. Il y a quelques néobanques qui se présentent comme étant écolo par nature, nativement même écolo. On peut en citer deux qui sont les plus connus, qui sont Green Dot et Helios, qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux. Et toi, tu dis qu'elles ne sont pas écolos. Et en plus, c'est pas des banques. Donc ça, c'est. Ouais, enfin, je commencerai d'abord par le premier. Ce sont pas des banques, c'est le plus important. Et d'ailleurs, personne ne devrait les appeler des banques. Ça tombe sous le coup de la loi normalement. Et bon, c'est des gens assez malins. En général, ils évitent de le dire parce que ça tombe sous le coup de la loi, mais ils le font dire à d'autres. Mais bon, ce sont pas des banques. Bon, et ça fait une différence essentielle parce que l'acteur qui a le pouvoir de changer le monde, donc qui dessine le futur. C'est l'action de prêter. C'est très très fort, c'est unique. C'est unique, c'est la création monétaire. Hein. Ça ne vient pas des dépôts, il y a une énorme confusion. Hein, c'est le crédit, dans notre système, c'est le crédit qui fait le dépôt. Donc c'est cette action de prêter qui change la donne. Et ça, pour ça, il faut être à minima ce qu'est la NEF aujourd'hui, c'est-à-dire un établissement de crédit, et bientôt demain avoir un agrément bancaire d'une banque de plein exercice. Mais les boutiques dont tu parles ne sont pas des banques, d'accord ? Ce sont des prestataires de services adossés à d'autres établissements. Alors, si vous aimez le crédit coopératif, allez au crédit coopératif. Si vous aimez Arkea, allez chez Arkea. Mais aller dans une petite boutique qui est appuyée sur une grande maison, je ne vois pas l'intérêt en réalité. Il n'y a rien qui tient. Ce ne sont pas des banques. Et pourquoi je dis que ce n'est pas écolo ? C'est parce que cette histoire de compte courant, un compte courant ne finance rien du tout. D'accord ? Il faut être clair, c'est un peu choquant pour les gens, parce que quand on dit ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mon argent ne finance rien du tout. Ben non, en fait, non. Votre argent, le compte courant ne finance rien du tout. C'est tout le passif d'une banque qui finance tout l'actif. Et là où le banquier est discriminant, c'est dans la décision de prêter. C'est là qu'il joue un rôle. Après, ce qu'on appelle l'ALM, l'Asset Liability Management, la gestion du passif, que la banque se refinance comme ceci, comme cela, qu'elle s'appuie sur des dépôts, des livrets, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'elle a dans son portefeuille de prêt. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Et donc, tout ce récit qui colle en disant on flèche le compte, c'est complètement bidonné. C'est du blabla. Alors, je suis désolé de le dire, c'est normal que ça nous prenne, parce que c'est complètement contre-intuitif. Donc, je veux dire, moi, j'ai eu un prof qui m'expliquait, ça s'appelle en langage vulgaire, ça s'appelle la non-affectation des ressources aux emplois. Hein. C'est tellement vrai que c'est un principe budgétaire. Ça s'appelle le principe de l'universalité budgétaire en France. D'un côté, vous avez les recettes, et de l'autre côté, vous avez les dépenses. Et ça ne sert à rien de mettre des petites flèches entre les deux. D'accord ?
Donc, il faut assumer. C'est pour ça que la nef est unique, parce que vous avez le portefeuille de prêt, et vous assumez ce portefeuille de prêt. Tout son actif, voyez. Et donc, ces histoires de je vais prendre les comptes un peu d'argent aux gens, puis je vais demander à la banque partenaire de mettre des petites flèches, ça ne change rien, en fait. Elle aura déjà dans son actif soit des prêts verts, soit des projets verts, soit pas des projets verts, mais en fait, c'est un décor. Donc, c'est triste, effectivement, de voir que les géants bancaires, pour des raisons évidentes, parce que quand vous êtes un acteur de niche, vous faites ce que vous voulez, mais quand vous êtes la BNP Paribas, vous financez l'économie telle qu'elle est, vous n'allez pas vous couper un bras, une jambe en disant alors pas le pétrogaz, sinon par rapport aux concurrents vous êtes mort. Ce qui explique qu'elles sont dans cette espèce d'inertie où c'est peut-être la banque d'un monde qui change, mais c'est la banque d'un monde qui change pas très vite, hein, puisque leur client qu'elle finance, M. Patrick Pouyanné, la dernière fois qu'il a pris la parole à l'université du MEDEF, a clashé avec Jean Jouzel. En parlant de monde réel, il lui a dit, quand j'ai démarré dans le business, il y a 25 ans, le mix d'énergie fossile était à 82%, pardon, le mix énergétique mondial était à 82% fossile, il y a 25 ans. L'année dernière, c'était 81, et en 2030, ça sera 80. Voilà la transition de Pouyanné, et c'est celle-là qui est financée par la BNP Paribas et les autres banques. Vous voyez, ça va pas très vite, hein. Donc le thermomètre, ça va pas, là, il y a un problème. Mais en tout cas, donc les grosses, elles font semblant, et les petits acteurs qui ne sont pas des banques, je le maintiens, c'est des prestataires de services, ils ne font pas le job non plus, il ne faut pas se raconter d'histoire. Tout simplement, ils ne financent pas, donc ils ne peuvent pas... C'est juste, ils ne financent pas, en fait, il faut s'arrêter là. Donc ce n'est pas effectivement la solution. Mais maintenant, je voudrais juste dire une chose par rapport à ce qu'a dit Maud et Léa, parce que je crois qu'il faut quand même le dire, hein, c'est toujours l'éléphant c'est l'éléphant qu'on ne voit pas, j'allais dire l'éléphant dans le magasin de porcelaine, non, c'est l'éléphant anglais, celui qui est dans la pièce, in the room, c'est pas le même si celui-là il casse rien, il est invisible. Donc l'éléphant dans la pièce, je ne sais pas comment on dit en français, mais je parle en français là. Oui, l'éléphant dans la pièce, ça me va très bien. Ça va. En général, c'est le nez au milieu du visage, mais tout va bien. Okay. On comprend l'allégorie, quoi. Ok, je savais pas trop. Donc, l'éléphant dans la pièce, c'est la rentabilité. Je suis désolé, c'est pour ça que Maud galère. Les financiers ont une seule boussole, c'est la rentabilité. Okay, c'est aussi simple que ça. Vous leur amenez un business rentable, ils seront là. Vous amenez un business pas rentable, ils sont pas là. Ça vaut pour, j'allais dire, toute l'industrie, tout le monde. C'est vrai pour les banques, c'est vrai pour les asset managers, Amundi, les fonds, c'est vrai pour les fonds de pension. C'est pas que les gens sont mauvais, hein. Vous avez un fonds de pension dans les pays où les retraites sont capitalisées sur les marchés financiers. Donc vous versez la retraite des infirmières, enfin je veux dire, c'est pas des milliardaires, hein, des infirmières, des professeurs. Et ce fonds de pension lui-même soit investit directement sur le marché, soit parfois donne un peu de business à Amundi ou à BlackRock. Et il doit respecter la responsabilité fiduciaire. Sa responsabilité fiduciaire, c'est de maximiser le rendement et jeter du risque. D'accord ? Il n'a pas le droit de dépenser un centime pour le personnel. On n'est pas au casino, hein, pour le personnel où il n'y a pas de pourboire. Et s'il ne le fait pas, il perd son job. C'est aussi simple que ça. Donc, et ça enferme la finance dans cette extraction, en fait, dans cette maximisation. Il n'y a pas d'autre chose. Tout est une question de rentabilité. Et donc, ça fait un blocage énorme pour les boîtes, parce que par contre, dans la vraie vie, on sait aussi qu'il n'y a pas de repas gratuit, il n'y a pas de free lunch, c'est-à-dire que si vous voulez un service supplémentaire, vous devez le payer. On le sait tous en tant que consommateurs. Les gens qui achètent du café équitable payent en moyenne 30% plus cher le kilo de café, parce qu'ils veulent un service supplémentaire, ils veulent que les petits producteurs puissent vivre dignement de leur travail. Les gens qui achètent bio payent en moyenne plus cher. Donc on le sait tous, et les gens dans le secteur du textile, je me rappelle de cette tribune de 150 entrepreneurs du textile français qui parlaient de primovis. Ce qu'ils appelaient la primovis, c'est exactement ça. Vous voulez être propre, vous voulez, ce que ce soit sur le plan social, le fameux S ou E environnemental, vous avez des surcoûts. Vous voulez du coton bio, vous voulez éviter d'employer des gens au Bangladesh qui ont un salaire de misère, vous avez un surcoût. Et donc, vous avez une rentabilité plus faible, au point que parfois, vous n'arrivez même pas à naître, parfois, vous n'arrivez pas à survivre, et en tout cas, vous n'intéressez pas les financiers. Okay ? Et donc,
On y arrive parfois massivement avec des subventions publiques. Si on a des éoliennes en France, du photovoltaïque, c'est parce qu'on met des dizaines, des soixantaines, des centaines. L'étude de la Cour des comptes cotait ça à une centaine de milliards, les investissements. D'accord ? Alors, une fois, si vous me balancez autant d'argent public, là, vous rendez, comme on dit, les actifs investissables. Et là, vous avez tous les financiers qui déboulent. Tout le monde est là. Hein, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a aucune... Il ne faut pas confondre jouer son rôle et prendre sa part. Vous voyez, dans la petite allégorie du colibri, là, le petit colibri, il a un petit bec, mais il y a quand même une goutte d'eau dedans. Tandis que là, les financiers, c'est le même prix. Je veux dire, ils mettront pas je veux dire, ils ne raboteront pas leurs exigences de rentabilité pour faire quoi que ce soit. Vous voyez, c'est ça la limite du système, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que ça changera spontanément. C'est pour ça que ça fait des années qu'on a les mêmes gens qui nous font les mêmes cotations en disant il nous faut des centaines de milliards, des milliers de milliards. Et puis tout le monde attend, puis il ne se passe rien. Hein, on attend, puis on ne transitionne pas, parce que ça ne peut pas se passer par la pensée magique. Même le président Macron a l'air de l'avoir compris, puisqu'à Dubaï, il a dit il faudrait un taux vert et un taux brun. Oui, mon grand, mais comment en fait ? Enfin, je veux dire, c'est lunaire. Le type est à la tête de l'État depuis 7 ans, et tout d'un coup, il découvre qu'il faudrait un taux vert, un taux brun. Mais il n'y en a pas, en fait. Donc on est dans ce piège, et c'est pour ça que la situation, pour l'instant, ne progresse pas. Surtout qu'on ne fait rien pour déformer ça. On pourrait, fiscalement, réglementairement, mais rien n'est fait, en fait. Donc on reste dans cette illusion-là aussi. Maud, sur les questions fiscales, j'imagine qu'évidemment, t'aimerais que effectivement Emmanuel Macron aille au bout de sa démarche et t'accorde un taux vert versus un taux brun qui pénalise les autres. Oui, déjà pour compléter, c'est vrai qu'on voit encore plus dans ce que tu dis l'importance du financement public. Donc quand on se dit que non seulement il y a ce constat-là de la finance privée, si on y ajoute ce que j'ai raconté tout à l'heure sur la BPI, qui dans ses statuts initiaux, hein, la BPI est censée financer vraiment l'intérêt général. Hein. C'est dans ses statuts en fait. Hein. Et donc là, on en est a priori, l'engagement, ça va être que bientôt, ils vont peut-être être évalués sur combien l'ESS pourrait recevoir comme financement. Voilà, peut-être qu'on va obtenir ça. C'est pas à gagner, mais peut-être que d'ici la fin de l'année, on aura une évaluation. Voilà. Donc c'est sûr que s'ils ne montrent pas la voie, BPI, Caisse des dépôts, les autres ne vont pas suivre et pourraient suivre peut-être effectivement sur juste de la rentabilité, comme tu dis. Si le public y va de façon importante, ça pourrait paraître rentable. Et puis alors après sur la fiscalité, ah oui, là c'est le champ du possible, hein, c'est sûr. Nous, on a le même taux de TVA qu'Amazon. Hein. Voilà, donc on est fiscalement, on est une entreprise fiscalisée. Et toi, tu payes tes impôts. Je ne fais pas de bénéfices, donc oui. j'en paye pas beaucoup pour l'instant. Ah, donc c'est comme soyons Amazon. clairs, mais le jour où j'en ferai beaucoup... et puis, par ailleurs, les coopératives ont quand même un taux spécifique. Oui, bien sûr. Hein, et puis, comme nous, on reverse 100% dans l'outil de travail, normalement, ça neutralise l'impôt sur les sociétés. Bon, c'est un peu normal, quoi, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, de fait, les produits qu'on vend ont le même taux de TVA que les vendeurs fiscalisés sur Amazon. Et voilà, les règles fiscales sont absolument les mêmes. Le reconditionné en Angleterre, par exemple, c'est zéro. La seconde main, le reconditionné, c'est zéro, la TVA. Donc c'est tout à fait possible de décider d'avoir un régime fiscal. On peut parler des charges sociales, on peut parler... voilà, il y aurait tout un champ. Alors après, à chaque fois, on nous répond « oui, mais l'Europe ». C'est toujours le truc, l'Europe. Je ne sais pas, on a bien un taux différent pour les livres, on a bien un taux... donc si on veut, j'ai l'impression qu'on peut avoir quand même des taux différents selon les pays. Oui, mais il y a plein d'exceptions culturelles qu'on a réussi à avoir en Europe, y compris l'intermittence, etc. C'est une fausse excuse, tu fais bien de le rappeler. Allez voter le 9 juin, c'est important. Pour les listes qui votent, évidemment, pour les taux différenciés. Bernard, je t'ai vu prendre plein de notes pendant la conférence. Ah oui, fatalement. Je suis là pour ça, moi. Pour apprendre ce que... Dans alors, la tu aurais pu les prendre dans la salle, tu vois, mais... non, quels sont les principaux enseignements que tu en as tirés, alors ? Mais d'abord, c'est un bonheur d'écouter Julien, parce que ce sont des choses tellement compliquées et tellement souvent on est questionné sur le sujet. Oui, mais c'est quoi la différence entre vous et une néobanque ? Et chaque fois, d'essayer d'expliquer ce que c'est une néobanque, que ce n'est pas une banque, comme tu le dis si bien,
que c'est peut-être pas si néo et que derrière, bon, il y a des doutes là-dessus. Et c'est une des grandes difficultés qu'on va avoir, je crois, dans les années à venir pour nous, ensemble, que ce soit dans l'économie sociale, dans l'économie verte, dans tout ce qui est engagé, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes pillés. Je regarde les publicités pour les banques. En fait, il n'y a plus que des nefs. Toutes les banques sont en train de faire du vert, du social. Elles viennent s'occuper de moi, sont prêtes à tondre ma pelouse pour que je sois client chez eux. C'est un exemple que j'ai vu en Belgique. Ils taillaient la haie. Ils ne tondaient pas la pelouse, mais le banquier venait tailler la haie du client. Donc, il y a une espèce de proximité comme ça qui devient un peu dingue. Et j'ai souvent l'impression, quand je regarde les publicités, qu'en fait, on est en train de nous scruter, nous, la petite nef, là, la plus petite de toutes les banques, pour faire croire partout que c'est ça qu'ils font. Bon, je suis quand même aussi client d'autres banques, et donc je constate qu'il y a parfois une différence entre ce que je vois à la TV, mais n'empêche, ça a l'air de marcher puisqu'il continue. Et c'est probablement pas seulement dans les banques. Ce que tu donnes comme exemple sur la seconde main montre bien que c'est en train de venir de la même façon dans toute une série de secteurs. Et que donc, aujourd'hui, il faut être vert et tout le monde est vert. Voilà. Et la finance est sans doute un des endroits où ça se voit le plus dans cette illusion-là, mais c'est probablement ce qui nous attend un petit peu partout. Je suis même très inquiet parce que ça va jusque dans les critères. Aujourd'hui, il faut des critères, il faut mesurer l'impact. Voilà. La mesure de l'impact, aujourd'hui, on mesure l'impact carbone. Donc nous aussi, on avait commencé un moment, on s'est dit, bon, nous, notre principe, notre ADN, il est tel qu'on n'a jamais mesuré ça, mais on s'est dit, bon, ben, il faut le mesurer. On a mesuré l'impact, on a vu qu'on était bien meilleur que tous les autres. Bon, voilà, on était contents, on n'était pas surpris. Et puis, on a voulu un peu l'actualiser, puis on a commencé à regarder comment ils calculaient. Et en fait, ils avaient changé les calculs. Et donc, par exemple, si on a dans notre bilan bancaire des placements en bon d'état, ça coûte très cher en carbone. Parce que l'État français, il n'est pas fameux sur la question carbone. Donc, du coup, ça va nous coûter cher. Par contre, si on a de l'argent placé dans l'interbancaire, je ne sais pas, dans les quelques grands groupes français, ça, c'est rien. Ça ne compte pas. Parce que c'est déjà compté dans leur bilan à eux, donc on ne va pas le compter 2 fois. Donc ça ne compte pas. Et il y a des logiques comme ça, absolument stupéfiantes, qui font qu'en réalité, les labels et les modes de calcul eux-mêmes sont un marché. Et donc évidemment, c'est problématique. Si vous faites un label CO2 et que c'est toujours la nef qui est la meilleure, tous les autres, ils n'ont plus tellement envie de le faire. Hein. Ils savent que de toute façon, ils vont faire de la pub à la nef, donc ils ne vont pas le faire. Donc il faut construire le marché. Donc il faut évidemment avoir un mode de calcul qui correspond au marché pour qu'on puisse l'avoir. Et donc du coup, la logique même de marché est en train de tuer même la mesure de l'impact elle-même. Et il va falloir trouver d'autres façons de les valoriser. Mais je pense que cette menace de l'illusion que tu décris si bien, dans le milieu de la finance, elle nous menace tous. Demain, aujourd'hui, enfin, il y a presque quelque chose d'un peu humain. On n'a surtout pas envie de changer les choses. Il ne faut surtout pas trop bouger. Et ce n'est pas seulement une question de boomers, parce que les boomers, c'est aussi les parents des jeunes. Hein, donc, ils sont quand même dans la même réalité, ils ne sont pas seulement... Non, mais simplement, on n'a pas tellement envie de bouger, on n'a pas tellement envie de changer les choses, on n'a pas envie de transformer les choses, et donc on cherche quels sont bons les arguments ou les illusions dans lesquelles on peut tomber pour ne surtout pas trop bouger les choses. Et on est dans un mouvement comme celui-là qui nous oblige, nous, en tant que citoyens, à être tout le temps de plus en plus vigilants, à ouvrir le capot, pour reprendre ce que tu disais. Et il faut aller ouvrir le capot. Et oui, on essaye de le faire, nous, à la nef, mais il faut aller l'ouvrir, il faut aller regarder dedans. Et puis parfois, il y a des effets qu'on n'imagine pas, parce que, alors du coup, on est exigeant. Ou, j'ai ouvert le capot, j'ai vu qu'il y avait, je sais pas, je veux prendre un exemple qui a fait débat ce matin, de la méthanisation, biométhanisation. Oh, c'est quand même dangereux. Donc, bon, alors du coup, moi, je vais aller à BNP. Hein. Mais il y a quelque chose d'un peu, je caricature, hein, mais j'ai parfois des réactions de ce type-là aussi, qui nous mènent et qui servent aussi à justifier surtout de rien changer. Et donc je pense que ça, c'est le danger qu'on va avoir, c'est qu'il va falloir ouvrir le capot et aller voir ce qu'il en est. Et puis il y a autre chose qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est quand tu disais, en fait, vers quel monde on veut aller. La banque, c'est un moyen, c'est pas un objectif, effectivement, c'est un moyen, c'est juste un outil.
Et pour moi, ça rejoint la question de l'éthique, qui est un mot qui fait toujours discussion. C'est quoi une banque éthique? Il y a même l'espèce de jury d'éthique publicitaire là, qui m'a dit vous dites que vous êtes une banque éthique, là, mais c'est quoi ça, éthique? On ne peut pas utiliser ce mot-là. Bon. L'éthique, pour nous, c'est la question justement de la responsabilité de ce que ça devient. C'est-à-dire de toujours se dire on nous confie de l'argent et on a, nous, la responsabilité de veiller à ce qu'il soit utilisé conformément à l'accord qu'on a, conformément à ce qu'on a comme vision de la société. Et en même temps, moi je ne sais pas quel est le monde vers lequel on va. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, je ne sais pas quelles sont les solutions, je n'en sais rien. Et en tant que banquier, je suis sans doute le plus mal placé pour pouvoir le dire. Ne faites jamais confiance à des banquiers sur ces questions-là. Parce que comme tu disais, ou comme on disait là tout de suite, c'est la question de la rentabilité qui intervient, certainement pas la question de la vision du monde. Et donc ça veut dire que nous, ce qu'on doit faire, c'est utiliser l'outil bancaire comme un levier par rapport à des gens qui essayent de construire le monde de demain. Et ce n'est pas nous qui le construisons, mais c'est tout plein d'entrepreneurs, tout plein de gens qui créent des projets. Et ce qu'il faut, c'est que nous, on soit là avec des leviers financiers autour de ça pour essayer de contribuer à construire un monde qui soit meilleur. Alors j'ai vu que vous aviez fini la matinée avec un exercice d'impro. Avant d'ouvrir la question à la salle, je vous propose de faire un petit peu la même chose. En 2012, le candidat victorieux à l'élection présidentielle avait fait dans son discours au Bourget une saillie selon laquelle son adversaire était le monde de la finance. Et après, pendant le grand débat de l'entre-deux tours, il avait fait une anaphore. Donc c'est cette figure de style où on répète tout le temps sur le thème de « moi président ». Donc est-ce que quelqu'un veut se lancer sur le thème de « vous banquier du futur ». Qu'est-ce que vous changeriez de ce que vous metteriez en avant ou de ce que vous ripollineriez? Quel enthousiasme! Julien, bon, on a vu que tu étais plus sur la phase critique que la phase utopiste. Hein. Voilà. Oui. Justement. Qu'est-ce que tu ripollinerais dans la finance actuelle alors? Voilà, mais du coup, c'est pas moi président de banque, hein, parce que je pense que justement, ça ne viendra pas de l'intérieur. C'est un leurre. Donc, il ne faut pas compter sur le volontariat. Donc, à l'exception de la nef qui fait des choses et qui est transparente, donc je pense que on est sur un sujet politique et qu'il faut créer de la contrainte dans le système. Je veux dire. Il faut créer de la contrainte au niveau de l'allocation des fonds propres, et au niveau de la fiscalité. Enfin, il y a énormément de choses à faire, mais ce n'est pas les banquiers qui le feront. D'ailleurs, ils ne le font pas. Hein. Je passe des grandes banques, d'accord ? Donc c'est pour ça que je suis gêné pour répondre à ta question. On peut faire des choses au niveau de la fiscalité, c'est évident. Enfin, je veux dire, un président, il a mis en place la flat tax. Hein. Comme son nom l'indique, la flat, c'est pas moi qui l'ai... Ça passe. J'ai dit quand il n'y avait pas l'équivalent en français. La taxe plate n'existe pas, ça ne parlera à personne. On est d'accord. Oui, bien sûr. Donc, comme son nom l'indique, la flat tax, c'est un truc plat, ça ne distingue rien. Là, donc la taxonomie, elle n'est pas branchée là-dessus. On prend aux gens, ils peuvent investir chez Pouyanné, ils font ce qu'ils veulent, on leur prend 30%, moins que, d'ailleurs, on prend plus sur le travail que sur le capital. On est dans un monde de fous, mais... Voilà, et donc il y a énormément de choses à faire au niveau de la fiscalité, au niveau où on parlait de l'investissement public, parce que là aussi on a un sujet en fait, puisqu'on a décrit un modèle où on veut de l'argent public, hein, on appelle ça de l'amorçage, enfin de l'amorçage à 100 milliards, ça fait beaucoup, mais je dis juste, il faut quand même se poser la question, et alors ça marche pour les éoliennes, parce que les moulins à vent, après on arrive à faire des cash flows, et donc on peut fabriquer un actif investissable, je ne suis pas sûr qu'on y arrive pour... justement la belle Emmaüs pour entraîner le privé derrière, et on ne va pas y arriver pour le crapaud à pois jaune et à pois bleu. Hein. Il n'y aura pas beaucoup de cash-flow appuyés pour préserver la biodiversité. Donc il faut ouvrir un petit peu les yeux. Il ne faut pas non plus être... faut pas tomber dans l'idée que justement le système va permettre de faire des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et puis ça pose un problème parce que cet argent public, c'est le contribuable. Hein. L'État, ça n'existe pas. L'État, c'est nous tous. Et donc, quand on dit donc 100 milliards d'argent public, c'est les Français. Et tout ça, c'est pour fabriquer de la rentabilité pour les investisseurs privés qui eux, réclament des rendements à 2 chiffres. Il faut, à un moment donné, la transition juste là-dedans, il va y avoir un petit problème quand même, non? Et en un mot, parce qu'effectivement, Maud a bien rappelé, dès qu'il y a un argument un peu compliqué,
quand on propose aux politiques français de faire une réforme radicale, ils disent c'est trop compliqué, il faut le faire au niveau européen. Nous, en France, on ne peut rien faire parce qu'avec les règles de la concurrence internationale, vous comprenez que si jamais on fait des règles fiscales trop dures, tous les capitaux vont partir. C'est un argument que tu considères fallacieux? Oui et non. Il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau français, évidemment. Enfin, je veux dire, l'État a énormément d'autonomie quand même. Et puis il y a des choses qui font plus de sens au niveau européen, mais enfin, ça c'est vraiment l'argument. Aujourd'hui, c'est l'argument classique pour ne pas faire. On repousse, on renvoie au niveau européen. Comme ça, on est sûr que ça ne se fera pas, puisque les Hongrois ne seront pas d'accord avec le principe de l'unité, c'est mort. Et donc c'est vraiment une manière d'enterrer tous les sujets. Ça, c'est génial. Non, il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau français. La fiscalité, par exemple, c'est à la main des Français. C'est pas à la main des autres Européens, par exemple. Un mot, j'ai vu que tu te lançais, donc tu financerais Non, les chiens virtuels. Sans figure de style, je ne suis pas aussi forte que toi. Mais je rajouterais un petit peu sur la dimension sociale, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'écologie, et c'est vrai que la Banque du Futur, pour moi, sera aussi une banque qui fera vraiment de l'inclusion en son sein, même, pas qui finance seulement l'inclusion, mais qui montre l'exemple aussi de l'inclusion dans ses rangs, voire qui fait de l'insertion, pourquoi pas, avoir des personnes en parcours d'insertion, qui a aussi peut-être tout un volet d'accompagnement sur le surendettement, sur du microcrédit, bon ça il y en a beaucoup qui le font, mais vraiment à un niveau bancaire conventionnel, ça se fait peut-être pas tant que ça quand même, c'est beaucoup le secteur associatif qui se charge de ça. Chez Emmaüs, on a toute une dimension d'accompagnement au mal-endettement, aux prêts comme ça, aux avances remboursables. Voilà, il y a beaucoup d'associations qui le font. Ça, je trouve vraiment que ce serait de la responsabilité de la banque que de vraiment accompagner des personnes en précarité ou moins en précarité, mais voilà, sur la gestion de leur budget de façon saine. Voilà. Mais en leur sein, parce que pour l'instant, en fait, souvent, elles le délèguent à des fondations, donc dans une approche qualitative et pas solidaire. Par exemple, BNP Paribas a une fondation qui aide les personnes victimes de surendettement, avec la fondation CTLM, qui appartient à BNP. Donc ça rappelle la phrase de Paul Lafargue, qui était le gendre de Marx, et qui disait « voler en grand et restituer en petit, c'est la philanthropie ». Voilà, je trouve que c'est un bon résumé du fonctionnement des grandes banques aujourd'hui. Oui, mais je pense que nos coopératives doivent montrer l'exemple aussi. On n'est pas toujours les plus exemplaires en termes d'inclusion, d'insertion, de diversité. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on ait cette radicalité-là aussi, en fait, qu'elle ne soit pas qu'écologiste ou en termes de gouvernance démocratique. Je pense qu'il faut être radicaux aussi dans son ouverture, en son sein vraiment, voilà, avec des profils qui représentent toute la société, en fait, parce que c'est la Banque du Futur, elle pourra prendre de bonnes décisions que si elle-même, dans son cercle de décision et de gouvernance, elle a toute la société réunie. Est-ce qu'il y a encore une proposition sur la Banque du Futur ou on se tourne vers la salle? Tu veux, vas-y. Oui. Juste pour rajouter une petite chose sur ce que tu viens de dire, Maud, c'est qu'en fait, et le lien aussi avec à l'intérieur ou à l'extérieur. Un petit exemple intéressant. Nous avons, nous, une plateforme de dons. Nous avions, je dois malheureusement parler au passé, une plateforme de dons. Et donc, pour des projets pour lesquels le crédit n'est pas la bonne chose, on avait Zest, qui est une plateforme où les sociétaires ou d'autres pouvaient faire des dons à des projets. Et nous avons eu le régulateur bancaire qui a fait 1 an d'enquête sur notre plateforme, qui représentait en gros 30 000 € de coûts pour nous par an, disons, pour être gentil, et absolument évidemment rien du tout de bénéficiaire, hein, vous pouvez l'imaginer. Et une enquête mais fouillée et détaillée, parce que comme nous étions, nous, régulés, c'était l'occasion pour eux d'aller voir ce qui se passe dans les plateformes et dans les différents prestataires sur les plateformes de dons. Résultat, ils nous ont sorti j'allais dire un vilain mot, mais une liste de choses à faire totalement ingérables. Et donc, on a dû fermer la plateforme de dons parce qu'on avait autre chose à faire avec le régulateur bancaire et d'autres choses à régler. On aurait pu faire la révolution, mais on avait malheureusement d'autres choses. Mais donc, la question de l'intérieur, c'est qu'en fait, on nous pousse à, effectivement, faire des photos où on a un grand chèque qu'on donne à une association quelconque, parce qu'en interne, on ne peut pas le faire. Et la solution que nous, on voit et sur laquelle on veut travailler maintenant, c'est l'archipel. Et ce n'est pas pour rien qu'on est sur l'îlot. C'est de se dire, en fait, il va falloir travailler sur un monde où les limites d'une structure bancaire ne sont plus aussi claires qu'avant.
Et que oui, il y aura dans cet archipel une île qui est la banque, mais il y a plein d'autres îles qui peuvent d'ailleurs être en collaboration avec d'autres, pas nécessairement nous appartenir en plein, et qui soit une façon de faire circuler aussi l'argent différemment et le faire agir différemment, mais en dehors de la régulation bancaire qui est devenue un monde de fous. Magnifique atterrissage. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Oui, oh, merveilleux, il y a même deux, voilà, deux micros. Je ne sais pas si ça marche. Oui. Si, ça marche. Je fais partie d'une association qui a une action socio-culturelle locale. Et dans ce cadre-là, on essaye de mettre en place un système de microcrédit à destination de nos adhérents. L'idée étant de récupérer des fonds d'adhérents qui en ont et de mettre en place un système de transfert pour pouvoir les passer sur des porteurs de projets de l'association sous forme de microcrédit non rémunérés. Donc le but, c'est vraiment un but non lucratif, hein, mais c'est de booster un petit peu des projets sur l'agroécologie, les habitats écologiques, tout ça. Et dans ce cadre-là, j'ai contacté la nef pour essayer de voir s'il y avait une possibilité d'accompagnement. Je vous avoue que je n'ai pas encore eu la réponse, mais peut-être que ça sera l'occasion de la donner. Et est-ce que ça fait partie des intentions de la nef d'accompagner des projets locaux de réappropriation de l'outil financier en s'auto-organisant comme un espèce de parrain ou un accompagnement pour essayer de booster justement une multitude d'initiatives locales qui veulent se réapproprier cet outil-là en fait et booster l'économie de leur paysage. Alors oui, c'est une question très précise. Je pense que ça nécessiterait qu'on en discute beaucoup plus et de voir un peu dans quelle région vous êtes. Donc à la fois, le sujet m'intéresse et à la fois, je suis un peu prudent. Pourquoi ? Je suis un peu prudent parce que, évidemment, si il y a 100 collectivités locales ou associations locales qui me demandent ça, je n'ai pas les moyens de répondre à ça. Et en même temps, je suis super intéressé parce que je disais pas plus tard que ce matin ici dans l'Assemblée que je crois qu'il faut réinventer le microcrédit. Le microcrédit, il a été une invention assez géniale à un moment, en tout cas dans les pays du Sud. Il a été importé dans les pays du Nord et essayé d'être organisé autrement. Il a pris des formes parfois très différentes, parfois très contestables, parfois très utiles, parfois très dangereuses. Enfin, il y a eu des tas de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, il est un peu dans une impasse, et en même temps, probablement qu'on en aura bien besoin dans les années à venir. Et donc, je pense qu'il faut réinventer le microcrédit. Je ne sais pas, je n'ai pas la solution miracle, hein, mais à ce titre-là, je suis intéressé de réfléchir avec vous là-dessus. Pour parler de la Banque du Futur, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la Banque du Futur, ce n'est pas une grosse entité qui a un gros volume financier, éthique ou peu importe, mais une multitude de micro-banques qui mettent en commun leurs ressources et s'auto-organisent pour être beaucoup plus près du tissu économique, social, culturel, local et avoir une puissance qui permet de s'affranchir un peu de grosses mégastructures. Disons que, bon, c'est pas tout à fait le sens de l'histoire pour le moment des régulateurs. Ils font tout pour pouvoir rassembler en des grands groupes. Nous, on est tout à fait à l'inverse de ça, puisqu'on se fait reconnaître comme entité propre. Mais c'est pour ça que je parle de l'archipel. C'est que je pense qu'il va falloir avoir dans l'archipel la banque qui sera le niveau central, et l'utilisation de l'argent pourra se faire avec des îles qui peuvent être des îles issues de collaboration avec d'autres. Et dans les îles, pour moi, il y a des îles qui sont consacrées au microcrédit ou à la microfinance sous différentes formes d'ailleurs. Merci. Julien, peut-être juste sur la question, on fait circuler, je vous rassure, mais juste sur la question, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats qui reviennent aux États-Unis sur les lois antitrust, en disant que, pour l'instant, c'est avec les sociétés du numérique, on dit, voilà, il faudrait redécouper Google parce qu'ils arrivent sur des positions trop importantes. Est-ce que toi, tu as vent du fait que les banques qui sont dites systémiques, c'est-à-dire qui ont un impact trop gros, parce que leur poids financier pourrait menacer les États si jamais elles se retrouvaient à chuter, est-ce que c'est quelque chose qui revient et on va se dire qu'il va falloir limiter la taille des banques ou pas du tout? Non, absolument pas. On fait l'inverse, en fait, malheureusement. Pour moi, c'est catastrophique, parce que il y a on sait très bien donc, le risque de ces banques dites systémiques. S'il y en a une qui tombe, on est obligé de la sauver. Donc ça crée un aléa moral considérable, comme on l'a vu, puisque, en fait, je fais n'importe quoi. C'est le truc classique de privatiser les profits et mutualiser les pertes. C'est-à-dire qu'il y a une incitation à la déresponsabilisation,
puisque donc, quand je mène mes affaires, enfin les profits c'est pour moi, et si je me plante, ben, en fait, tout d'un coup il y a le parachute qui sort, et donc pour la société c'est absolument dommageable, et on l'a vu avec Lehman Brothers, la faillite de Lehman Brothers, et c'est de pire en pire, puisque cette concentration n'arrête pas, en fait. Tu citais les GAFAM dans le numérique, mais dans les banques, maintenant, il n'y a plus une quinzaine, une vingtaine de banques dites systémiques. On a Crédit Suisse qui a bouffé UBS, enfin, en Suisse, il n'y en a plus qu'une maintenant. Elle est bien plus grosse, la taille de son bilan est bien supérieure au PIB de la Suisse, c'est un truc de fou. Et donc, non, ça pour moi, c'est une source de préoccupation. Parce que, et c'est général, tu as raison, puisque tu mentionnais les entreprises, c'est en fait, je veux dire, c'est pareil du côté de l'économie réelle, en fait. Hein. On a des monstres comme ça, on est très très loin de l'économie théorique, avec des atomes, hein, avec le petit producteur, le consommateur, tout ce flanc économique, toutes ces théories avec le courbe de l'offre, de la demande. En fait, il y a une énorme régression, en fait, on a des oligopoles partout. Et c'est un énorme problème. De mon point de vue, c'est un énorme problème. Question ? Et c'est complètement juste, c'est complètement anti-américain. Hein, parce que la doctrine, c'est la concurrence. Et la concurrence, c'est la multiplicité, c'est la diversité. Alors qu'aujourd'hui, on voit des monstres partout. Allez-y. Oui, 4 petites remarques. D'abord, merci pour la qualité du débat. Sur le dernier propos, je dirais qu'en fait, je me rappelle du Crédit Lyonnais, on va dire que quand il y a des gains, c'est pour les dividendes, quand il y a des pertes, c'est pour le contribuable, et les comptes sociaux pour le plan social. 3 petites choses, on a parlé tout à l'heure de la pression qu'on mettait sur les jeunes, c'est tout à fait exact. Alors il y a un tout petit exemple, dans ce magnifique pays qui pratique la transparence, la Confédération helvétique, 3 grands-mères viennent de faire condamner l'État pour inaction climatique. Il faut le noter. Sur le greenwashing, bien sûr, la finance verte, c'est un vaste leurre. Et je ne comprends pas qu'on puisse se faire abuser. Tout un tas de banques actuellement cherchent à se créer une image pour cacher leur turpitude en allant chercher dans l'économie sociale et solidaire des structures qui sont propres et dire après, vous voyez, je travaille avec... Et en agriculture, pour ceux qui sont un peu sur ce sujet-là, rappelez-vous que la FNSEA a créé le label HVE, à un moment haute valeur environnementale. C'est aussi bien que ESG, ça. C'est la FNSEA qui l'a créé pour nuire au bio. On voit bien que les termes et les stratégies des gens qui possèdent de l'argent, y compris par le langage, par des formules souvent anglo-saxonnes, sont à l'affût pour combattre ce qu'on est. Oui, vous avez absolument raison. Moi, c'est un truc qui me fascine de plus en plus. C'est vraiment, on est dans un monde orwellien. Donc la novlangue, les mots ne veulent plus rien dire. Vous avez très justement mentionné le label HVE. Donc on avait le bio, bim, on invente le HVE pour dézinguer le bio. Parler à, comment elle s'appelle, Claire Nouvian du label MSC, hein, de la pêche durable, hein, le label de la mort. Bon. Et le label ISR, hein, ce qui est un label pur port gouvernemental. La logique est toujours la même. La logique de ces labels, c'est ce que disait Bernard, c'est-à-dire que, en fait, la niche, ça n'intéresse personne. Hein. C'est le mass market, on veut vendre à tout le monde. C'est ce que tu disais aussi avec les gros. Et donc, il faut vider de substance ces labels, qui est en fait quasiment pas de contraintes, pour pouvoir finalement le vendre très très largement. Et c'est absolument général. C'est pas que la finance. Hein. C'est effectivement, on retrouve HVE, MSC, c'est exactement la même logique en fait. On cache derrière et comme ça on met ça sur une étiquette. Et puis bon, pour les gens qui n'ont pas le temps, hein, tout le monde va pas lire les rapports de Bloom pour savoir de quoi on parle quand on parle du label MSC. Vous avez juste pêche durable sur la boîte de miettes de thon et on se dit ah c'est mieux alors. Hein. C'est toujours la logique du moins pire. Tu te rappelles? Oui, c'est ça. Voilà. Maud veut faire un monde honorable parce qu'elle-même a créé un label pour créer son activité qui était nocive. Le label Emmaüs. Ah, je l'ai pas vu venir celle-ci. Non, mais l'étiquetage des vêtements hein, qui arrive, ça va être exactement la même chose. Donc, vous avez peut-être suivi cette loi anti-fast fashion qui a été votée au Parlement, et donc on attend le passage au Sénat. A priori, c'est plutôt septembre. Ça devait être juin, et puis ça a été repoussé, histoire que les lobbies aient le temps de bien faire leur travail, ce qu'ils sont en train de faire visiblement brillamment, puisque du coup, comme ils n'ont pas eu le temps
avec cette loi, enfin, qui est arrivée très vite, hein, qui a un peu pris de court tout le monde, voilà, et donc là maintenant l'étiquetage vestimentaire se finalise, et donc ils travaillent ardemment la question de l'étiquetage pour faire en sorte que, eh bien, il soit le plus large possible, et que comme la loi anti-fast fashion va, si elle passe, le décret d'application va se coller à l'étiquetage en fait, parce qu'il lui faut bien un adossement, comme les banques, à quelque chose pour décréter qu'est-ce qui est de la fast fashion ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc là, il y a un travail vraiment important qui est mené pour détricoter tout, c'est le cas de dire, cet étiquetage pour que la fast fashion soit difficilement identifiable. Parce que là, le risque, c'est qu'en gros, Shine, pour pas le nommer, ou Shine, je sais pas, soit bien concerné, mais que Zara et H&M oui, et puis on peut parler de Leclerc, de Kiabi, parce qu'en fait c'est les plus gros pollueurs aujourd'hui sur le marché, les grands distributeurs, y compris voilà les hypermarchés, c'est là où c'est le pire en termes d'impact. Donc de nouveau voilà cette histoire de label qui à chaque fois c'est l'avancée qu'on demande en tant que consommateur. En tant que citoyen, on demande quand même des labels pour savoir à quoi se repérer, et puis ces labels sont détournés, d'où effectivement l'importance d'avoir des réglementations qui se détachent des labels. Enfin, les deux sont nécessaires. La sensibilisation du public, du consommateur est indispensable, mais il faut des réglementations qui s'en détachent. Il y a une question tout devant, et j'en vois au fond. Ouais. Oui, juste pour finir là-dessus, sur cette histoire de label, par exemple, il y a eu un travail, encore une fois, ça a pris un temps fou, au niveau européen pour une directive de transparence, justement, elle s'appelle SFDR. Et pour demander aux gestionnaires d'actifs qui peuvent répertorier leurs fonds, ça s'appelle l'article 6, 8 ou 9. Et en fait, l'article 8, c'est un truc qui vous dit que vous pouvez faire du marketing sur des critères ESG, je dirais bien, sans avoir aucun objectif. Pardon, j'ai pas été clair. C'est une directive qui visait à encadrer la vente des fonds durables, d'accord, voilà, sustainability, soutenable, durable, on dit en français. Eh bien, cette directive, vous pouvez vendre un fonds à tout le monde. Article 8, c'est un truc qui vous permet de faire du marketing sur les fameux critères ESG. Vous pouvez vendre votre fonds en utilisant donc un marketing lié à la durabilité sans avoir aucun objectif de durabilité. Il faut le faire. C'est pratiquement la définition officielle du greenwashing, okay, qui est d'utiliser un argument disproportionné par rapport à la réalité. Et ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Vous pouvez faire ça. Voilà. Bon, après, tout le monde s'en fiche. Je veux dire, les gens, ils ne savent même pas s'ils ont un article 8, article 9. C'est vraiment pour les aficionados. Mais ça occupe des gens à Bruxelles. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc, c'est une logique qui est, à mon avis, très mauvaise. Parce que c'est ce que vous disiez, ça a tendance... Les mots se vident de substance. Tout est phagocyté. Les mots sont galvaudés. Donc, le dernier en date, c'est la finance, parce que c'est un mot qu'on a utilisé, qui est un mot important en plus. Pour moi, le SS, enfin, le label Emmaüs, par exemple, ces sociétés, c'est des choses, c'est très important. Et en fait, elles sont perdues, sont noyées dans un océan où tout le monde fait de l'impact. Tout le monde, voilà. Et donc, les gens n'arrivent plus à distinguer. Elles ne sont pas aidées, en fait, par le gouvernement, en fait. Vous n'êtes pas aidés. Pas spécialement, je veux dire. Bon. Alors que c'est précisément là où on devrait mettre... Enfin, ceci dit, maintenant que Bruno Le Maire a répondu en commentaire, on ne sait jamais. Parce que c'est ce qu'ils font, en fait. C'est la façon d'aider. C'est sur les réseaux sociaux, en fait. C'est des commentaires sur les réseaux sociaux. Ça ne se traduit pas par beaucoup de... Il nous reste 10 grosses minutes, on va faire circuler un peu. Monsieur, et puis j'avais une question au fond, oui. Alors, j'ai une question. Allô ? Oui, c'est bon. Oui, j'ai une question concernant la Banque du Futur. Dans la Banque du Futur, il y aura toujours un problème de liquidité. La liquidité, c'est l'argent que vous avez à déposer et que vous voulez reprendre quand vous voulez. Donc c'est un argent particulier. Julien Lefernier a bien dit que l'argent liquide qui est déposé dans les comptes en banque, finalement, ne contribue à rien pour améliorer la société. Ce matin, Bernard a posé la question de est-ce qu'on fait un compte en banque par la banque Nef une fois qu'elle sera autonome. C'est encore un problème de liquidité. C'est-à-dire que si nous exigeons dans la Banque du Futur qu'on puisse connaître l'usage qui est fait de l'argent,
on doit admettre quelque chose qui consiste à le laisser au moins un certain temps. Sinon, si c'est purement de la liquidité, en fait, on met en risque permanent la banque du futur. Donc, il faudrait inventer quelque chose pour gérer autrement la liquidité. Et je me demande bien comment. Alors, j'ai pas... On va les grouper, comme ça tu réfléchis à comment est-ce qu'on transforme le liquide en solide. Allez-y, allez-y. Je les ai notés, on répond à tout, je vous rassure. Oui. Merci. Oui, merci pour la parole. Je vous ramène un peu vers la discussion sur le microfinance, mais là, je parle plutôt avec le chapeau de monnaie locale. Parce que, je ne sais pas, si on parle de banque de futur, pour moi, c'est aussi une banque de proximité. Là, je vois que le monnaie locale prête quand même un service aux petites entreprises qui sont autour d'eux et qui bénéficient bien d'un réseau qui les soutient avec des petits crédits. Ça peut être entre 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, mais ça fonctionne. Et comme il y a ici dans la salle, j'ai bien remarqué beaucoup de gens qui sont proches de monnaie locale, même avec de monnaie locale très présente. Est-ce qu'il y a un changement, disons, par rapport à ça, d'apprécier plus? Parce qu'en plus, c'est difficile de maintenir la dynamique des monnaies locales. Certaines poussent, certaines, mais il y en a aussi qui meurent. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce service de proximité qui, en principe, peut très bien fonctionner? Et madame derrière qui lève la main depuis un quart d'heure très patiemment, allez-y. Oui, du coup, là, c'est peut-être un sujet qui est un peu à l'opposé, mais j'avais une question plus pour peut-être Julien Le Fournier sur Gringotts. Je ne connais pas l'autre acteur qui a été cité, mais dans les néobanques, donc il y a Gringotts que je connais un petit peu. Elles sont effectivement pas des banques, mais est-ce qu'on ne pourrait pas leur souhaiter que, comme la nef, on pourrait leur souhaiter que ce soit plus rapide, mais qu'un jour, elles puissent devenir des vraies banques? Est-ce que c'est souhaitable selon vous? Ok, alors moi je vais pas prendre les monnaies locales parce que je suis vraiment pas un spécialiste, les monnaies complémentaires. Et je vais répondre sur la liquidité d'abord parce que ça c'est très important. Alors j'ai pas dit que l'argent déposé, j'ai pas dit que les dépôts ça comptait pas. J'ai dit que c'était indistinguable. J'ai dit que c'était tout le passif qui finançait tout l'actif, d'accord? Donc parce que votre question est très importante, mais en fait on la traite d'un point de vue statistique. C'est-à-dire, si nous tous, on dépose à la nef, en moyenne, ça fait un volume de dépôt. La nef pourra, il y a des études, les banques savent très bien, en moyenne, ce qui va rester, c'est-à-dire que vous et moi, on peut retirer tout notre argent demain, mais par contre, d'autres pas. Et donc, en fait, ce montant déposé en moyenne joue son rôle. Okay, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on ne peut pas distinguer le rôle de ces dépôts par rapport aux emprunts de la nef, par rapport à d'autres bouts du capital quand on considère une banque. Et donc, le fléchage le dépôt ne finance rien. C'est ça que je disais. C'est différent. Après, quand c'est une ressource comme une autre, elle a une certaine stabilité statistique. Maintenant, en parlant de liquidité, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est assez important, parce que c'est pour les Français, pour tout le monde, c'est important. Hein. Quand vous faites des sondages, invariablement, vous voyez, moi je vous ai beaucoup parlé de la boussole risque-rendement, enfin rentabilité ajustée du risque, bah, vous faites invariablement ces sondages auprès des Français, année après année, vous avez toujours en 1, le risque, hein, les gens quand ils placent de l'argent ils ne veulent pas le perdre, en 2 il faut que ça leur rapporte, vous avez la rentabilité parce que quand même c'est pas mal en soi, hein. Il faut financer des choses, peut-être un bout de retraite, peut-être des achats, des acquisitions, et en 3 il y a la liquidité, hein. Donc ça c'est un peu l'invariant du public, donc c'est important par rapport à la transition, parce que la transition c'est bloquer de l'argent sur des échelles de temps qui sont très longues en effet. Et donc c'est pour ça que voilà, ça c'est une des difficultés, mais c'est pas insurmontable, parce que les banques et même certains investisseurs savent prêter à long terme, mais c'est quand même un vrai sujet effectivement, cet horizon en moyenne qui est assez proche. C'est un truc qu'il faut pas, qu'on peut pas complètement minorer, et c'est pour ça quand vous voyez ces banquiers qui vendent des produits qu'on appelle des ETF, hein, dont la vertu est de pouvoir traiter
Hein, au lieu d'avoir comme un fonds normal une valorisation journalière pour ceux qui veulent vendre leur part, on leur fait un prix chaque jour. Non, là, vous pouvez passer votre journée à traiter, vous voyez. C'est des trucs verts. Bon, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, on ne peut pas vendre un produit vert dans lequel on peut entrer et sortir 1000 fois par jour. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Donc là, il y a un abus. Alors, à propos de Greengot, je reviens toujours à la même chose. Non, je ne peux pas souhaiter que Greengot se développe parce que ce n'est pas une banque. Je peux souhaiter qu'une banque se développe, mais je ne peux pas souhaiter qu'un prestataire de service se développe. Ça m'est égal, en fait. Vous voyez, le problème est là. Si c'est une banque, si c'est une Nefbis, bravo, ça leur fait un concurrent, mais c'est un prestataire de service qui est adossé à une banque. Donc, encore une fois, il ne finance rien. Donc, je ne peux pas souhaiter que des gens se développent en ne finançant rien. Ça ne m'intéresse pas. C'est ça que je veux dire, en fait. Vous voyez, j'ai rien contre eux, mais c'est des gens qui ne financent rien. Les seuls qui peuvent financer, ce sont les banquiers. Ce sont des gens qui sont des établissements de crédit. Okay, donc, juste prendre votre argent et en fait, mettre les dépôts sur la banque, je ne sais plus laquelle c'est pour Greengot. En fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne peux pas dire que je leur souhaite bon vent, en fait. Ça ne m'intéresse pas. T'as rien contre eux, mais tu ne serais pas leur avocat. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question au premier rang, mais est-ce que quelqu'un est spécialiste sur les monnaies locales et saurait répondre? Ah, vas-y. Alors, répondre sur les monnaies locales, ça serait sans doute un peu ambitieux de ma part, mais juste dire deux choses. La première, c'est que nous, on travaille avec les monnaies locales dans la logique de quasiment la création monétaire, puisqu'on leur dit, vous déposez les euros chez nous, vous avez la monnaie locale qui circule, et les euros chez nous, nous, on s'engage à doubler le volume en crédit auprès d'activités locales qui se rendent dans La logique, c'est du coup, 1 euro en monnaie locale commence à valoir 3 euros potentiellement. Je dis potentiellement parce qu'il faut qu'il y ait derrière quand même une dynamique qui permette que le crédit se fasse. Et là, ça ramène aussi à une autre question qui, à mon avis, est une question cruciale pour les monnaies locales, et je ne sais pas comment elles vont pouvoir le résoudre, c'est de ne pas être seulement un service qui transforme des euros en monnaie locale, mais d'être réellement dans un ensemble où on peut aussi aller vers les fournisseurs de services, etc. Et ça, je pense que c'est la grande difficulté qu'ont la plupart des monnaies locales aujourd'hui pour réellement rendre leur mécanisme totalement pérenne. Mais j'espère évidemment qu'ils vont réussir. Alors la ressource en temps s'épuise, donc on va prendre les dernières questions. Allez-y, on va en Oui, couper. Oui, bah, s'il vous plaît, oui. merci. Ah ben, Je voulais juste que vous nous donniez un petit peu d'optimisme, parce que je suis à la retraite, c'est bien, mais alors, entre Terre de Liens, éventuellement les cigales, parce que je me suis faite accrocher par les cigales, la nef, mais vous savez qu'être retraité, c'est un travail à temps complet. Hein. Je signe pour Bloom, je pense que je vais peut-être aller faire du lobbyisme à Bruxelles. Là-bas, j'aime bien Bruxelles, voilà. Hein, j'ai pas trop vu, j'ai juste vu le Mannequin Peace. On m'a dit qu'il y avait une dame aussi qui faisait la même chose. Si vous l'avez vue, dites-moi où elle est. Voilà. Donc, un petit peu d'optimisme, s'il vous plaît, parce qu'on a vraiment trop de travail quand on est retraité. Merci. Ce sera la dernière, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres mains, on peut en prendre une ou deux. Hein. Allez-y, allez-y. Il y en a une là. Oui, bien sûr, allez-y, allez-y. Ah. Alors, on va vous donner un micro pour la salle, ça va être plus simple. Et après, il y avait une question au deuxième rang. Allez-y. Oui, ben voilà, je fais partie des monnaies locales depuis 8 ans maintenant, donc la Gonette, la monnaie locale lyonnaise. Il y a un stand à l'extérieur, hein, nous sommes là jusqu'à 18h, hein, donc vous pouvez prendre des renseignements. Notre gros souci actuellement, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'utilisateurs. Alors je profite du fait qu'on soit très nombreux et tous très intéressés donc, par ce domaine. Voilà, nous avons à peu près 400 professionnels et un peu plus toutes les semaines qui acceptent d'être payés avec cette monnaie, mais il n'y a pas suffisamment de personnes pour utiliser cette monnaie. Or, c'est une monnaie qui reste sur un secteur déterminé, donc le département du Rhône, et qui circule uniquement, qui ne va pas dans les banques et qui ne quitte pas notre secteur. Et effectivement, comme disait M. Renbeck, à chaque fois que vous allez changer donc, votre euro avec une gonette, l'euro est déposé notamment à la nef. Et la nef, depuis 2018, ou 2021, double 7 euros. Donc une gonette égale 3 euros. Et je dirais que même une banque ne peut pas faire ça. Donc c'est quand même intéressant voilà, de s'intéresser aux monnaies locales. Il y a une cotisation à prendre. On est une association de 1901. Et
je vous en prie, venez nous voir à la sortie. Nous avons notre stand. Nous sommes souvent là. Nous sommes au Dialogue en Humanité. Nous sommes à Prime Vert. Nous sommes un peu partout. L'appel est lancé. Et une question juste devant. Ouais. Oui, ce sera peut-être pas une question, mais c'est des réflexions que j'ai envie de partager. Dans ce thème, la banque du futur, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. Et ce que je veux dire par là, c'est que une des choses, ça pourrait se décliner comme ça, le futur de la banque. Dans ce titre-là, il y a un peu le futur de la banque. Et puis, il y a la banque du futur. Quand je dis le futur de la banque, j'ai envie de dire, demain, comment vont fonctionner les banques? C'est une question importante aussi pour la nef. Et tout à l'heure, vous avez introduit les échanges en parlant de transparence, par exemple. Le futur de la banque, c'est quoi? C'est des façons de faire. Et quand j'évoque la transparence, on parle souvent de valeur à la nef. Pour moi, ce n'est pas tellement une valeur, c'est une façon de faire. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une valeur. C'est une façon de faire, c'est un comment. Ça, c'est une partie du sujet. Et puis, la banque du futur, ça a été un peu dit, le banquier, c'est quelqu'un qui accompagne des projets ou pas. Et le futur, il se construit par les porteurs de projets. Et moi, j'ai envie qu'on réinsiste là-dessus, cette dimension, parce que, à mon sens, c'est l'essence du projet de la nef. C'est-à-dire le futur, il se construit ici, il se construit par les gens qui s'adressent à la nef, dans une certaine direction partagée collectivement pour faire société. C'est ça qui est important, et c'est là qu'on peut introduire les valeurs. Et je pense que c'est là l'enjeu, c'est là le débat, c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir. Comment une banque, comment la banque, comment les banques demain vont accompagner les gens qui sont porteurs de projets. Et c'est des porteurs de projets pour la société, mais aussi pour eux-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. C'était central, c'était au cœur du projet de la nef. Permettre aux gens qui se sentent porteurs, je vais employer un grand mot, d'un destin, de le mettre au service de la communauté. Ça, c'est important pour l'avenir. Alors on ne fera pas tellement mieux, en plus on me signale qu'il y a des randonnefs, mais vous avez entendu l'appel à gauche, un peu d'optimisme. Bah, oui, en une minute, j'ai envie de répondre à l'optimisme. La réponse était dans votre question ou dans votre intervention, c'est la mobilisation citoyenne. Je pense que vous en êtes tous et toutes la preuve. 2200 sociétaires au sein de Label Emmaüs, vous êtes combien, 48 000 non, sociétaires à la nef? C'est gigantesque. Les licornes au total, c'est combien, Chahine? Plus de 100 000 130 000. Alors oui, bah c'est toujours pareil, si on le réduit à l'échelle de la France, du monde, etc. Mais c'est pas rien non plus, en fait. On est quand même des alternatives radicales, extrêmement radicales, qui réussissent à survivre dans des univers impitoyables. L'univers bancaire, l'univers du e-commerce, face à Amazon, face aux grandes banques, ben, n'empêche qu'on est là, on existe. Donc ça, c'est une preuve d'optimisme. Je te prends encore une demi-minute. Juste pour rajouter, parce qu'on avait le débat tout à l'heure, on est l'alternative, on est marginaux. Je crois que c'est toi qui nous disais ça, mais l'optimisme, il est de voir peut-être qu'on n'est pas marginaux, mais qu'on est alternatif. Et que l'alternative et la marginalité, c'est deux choses différentes. Et en tout cas, notre objectif, et je crois que les licornes en sont l'exemple, c'est de montrer qu'il y a des coopératives qui prennent de l'ampleur, qu'on est aujourd'hui dans un changement d'échelle, et que le changement d'échelle va faire que l'alternative ne soit pas marginale. Haute volée, merci beaucoup. Merci à tous les quatre, vous pouvez nous féliciter. Il y a des randonnées, il y a plein de choses qui vous attendent. Il y a un stand avec les monnaies locales. Et bon après-midi à toutes et tous.